Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez. Tu as eu ton moment, maman, m'a dit froidement Jacques en me barrant le chemin vers le cercueil de mon mari. Sa femme Sarah se tenait à ses côtés, ses chaussures de créateur tapotant impatiemment sur le sol poli du funérarium. Derrière eux, Guillaume et Rachel échangeaient des regards entendus, comme si ce moment avait été répété. Tout ce que je voulais, c'était dire au revoir à Robert, mon mari depuis 45 ans. L'homme qui m'avait tenu la main pendant les accouchements, les pertes d'emploi et les innombrables tempêtes de la vie. L'homme dont je sentais encore l'alliance en argent pressée contre mes doigts chaque fois que nous nous tenions la main. Je m'appelle Hélène Leclerc, et à 67 ans, je n'aurais jamais imaginé que mes propres enfants m'empêcheraient de dire un dernier adieu à l'amour de ma vie. Les drames familiaux ne sont pas appropriés à un enterrement, murmura Rachel alors que les larmes commençaient à couler sur mon visage. Vraiment. Elle lissa sa coûteuse robe noire. Le genre de robe que l'on achète quand on veut que les autres remarquent avec quel goût on porte le deuil. Le directeur des pompes funèbres semblait mal à l'aise, mais ne dit rien. Que pouvait-il dire? C'étaient mes fils, après tout. Les petits garçons que j'avais soignés pendant leur fièvre, à qui j'avais appris à faire du vélo et pour qui j'avais tout sacrifié. Maintenant, c'étaient des étrangers en costume coûteux, gardant le corps de mon mari comme des sentinelles devant un coffre-fort. « Maman, s'il te plaît, » dit finalement Guillaume en évitant mon regard. Les gens regardent. Les gens regardaient, en effet. Des parents éloignés, des collègues de Robert, des voisins, leurs expressions un mélange de choc et de gêne par procuration. Personne n'intervint. Je suis restée là, me sentant invisible dans mon propre chagrin. Je suis retournée à ma place, seule, mon cœur se brisant 2 fois en un jour. Le poids de l'absence de Robert était écrasant alors que j'étais assise, rigide, au premier rang. Pendant 45 ans, il avait été mon bouclier contre les cruautés du monde. Maintenant, j'affrontais la plus grande des cruautés sans lui, la trahison de nos propres fils. « Ça va, ma chère ?» demanda Dorothée, ma plus vieille amie, en se glissant à côté de moi. Sa main arthritique couvrit la mienne, chaude et rassurante. Ils ne m'ont pas laissé, ma voix se brisa avant que je puisse finir. Les yeux de Dorothée s'écarquillèrent, se tournant vers mes fils à l'avant de la salle. « Ces garçons devraient avoir honte, » chuchota-t-elle, serrant ma main plus fort. Pendant le reste de la cérémonie, je suis restée assise, le dos droit, déterminée à ne pas m'effondrer en public. Jacques et Guillaume prononcèrent des éloges funèbres bien tournés sur leur père, un homme qui, selon eux, les avait façonnés pour devenir les hommes accomplis qu'ils étaient. Ils parlèrent de son éthique de travail, de ses conseils, de son soutien indéfectible. Pas une seule fois ils ne mentionnèrent comment Robert avait cumulé 3 emplois quand ils étaient adolescents pour payer leurs études universitaires. Comment il avait reporté sa retraite pour aider Guillaume à lancer son entreprise. Comment il s'était porté garant pour l'hypothèque de Jacques quand aucune banque ne voulait l'approuver à cause de ses dettes de jeu, des dettes que Robert avait remboursées 2 fois avant de refuser une 3e fois. Alors que les gens sortaient en présentant leurs condoléances, Sarah et Rachel flanquaient mes fils comme des boucliers protecteurs. Quand des invités s'approchaient de moi, l'une d'elles interceptait rapidement, redirigeant l'attention vers la famille immédiate, comme si moi, la femme de Robert depuis près d'un demi-siècle, j'étais en quelque sorte périphérique à cette perte. « Maman, nous allons au cimetière maintenant », m'informa finalement. « Jacques, sont-on suggérant une pensée après coup. Tu devrais y aller avec tante Dorothée. Nous avons prévu que les frères et sœurs de papa soient dans les voitures de la famille. » J'ai hoché la tête, trop épuisée pour discuter. Alors que Dorothée nous conduisait au cimetière, suivant le cortège de voitures noires luisantes, elle remplit le silence d'indignation en mon nom. « Je n'ai jamais vu un tel manque de respect de toute ma vie, » fulmina-t-elle. Robert se retournerait dans sa tombe. Enfin, s'il y était déjà, ce qui n'est pas le cas, mais tu vois ce que je veux dire. Malgré tout, cela me fit sourire brièvement. Dorothée avait toujours eu le don de tomber dans l'humour déplacé dans les moments sérieux. C'est pour ça que Robert l'adorait. Il savait, dis-je doucement, en regardant les gouttes de pluie commencer à strier la vitre. Il a vu ça venir bien avant moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Dorothée, ralentissant à un feu rouge. Il m'a prévenu que les garçons avaient changé, qu'ils n'étaient plus les hommes que nous avions élevés. Je ne voulais pas le croire. Le cimetière fut encore pire. Une fois de plus, j'étais placé plusieurs rangs en arrière, derrière la famille élargie et même certains anciens collègues de Robert. Pendant que le pasteur prononçait les derniers mots sur le cercueil, je pouvais à peine voir à travers la mer de parapluie. Quand Jacques et Guillaume déposèrent chacun une rose sur le cercueil qui descendait, les photographes du journal local capturèrent le moment, les fils endeuillés rendant hommage à leur père. Personne ne me photographia, debout seul sous la pluie après que la plupart des gens furent partis, pouvant enfin m'approcher de la tombe de mon mari. J'ai posé ma main sur le bois humide de son cercueil et j'ai murmuré l'adieu qui m'avait été refusé plus tôt. Je m'en sortirai, Robert, ai-je promis, sans être sûr que ce soit vrai. Tu avais raison à leur sujet. J'aurais juste aimé que tu aies tort.
La maison semblait caverneuse sans Robert. Pendant 5 décennies, elle avait été remplie de son rire tonitruant, de son chant faux sous la douche, du tapotement rythmé de ses lunettes de lecture contre la table de la cuisine alors qu'il réfléchissait aux mots croisés. Maintenant, il n'y avait que le silence et le faible tic-tac de l'horloge grand-père qu'il avait restauré l'année précédant son diagnostic. Je déambulais de pièce en pièce comme un fantôme. Dans notre chambre, ses pantoufles attendaient toujours à côté du lit. Dans son bureau, sa tasse de café était posée sur le bureau, une fine pellicule de moisissure recouvrant maintenant la surface de sa dernière tasse inachevée. Je ne pouvais me résoudre à la laver. Les premiers jours passèrent dans un brouillard. Les voisins apportèrent des gratins que je ne pouvais pas manger. Les amis appelaient, mais les conversations ressemblaient à des échos sous-marins, déformés et lointains. Dorothée venait tous les jours, apportant des courses et me forçant à me doucher et à changer de vêtements. « Tu ne peux pas disparaître aussi », insistait-elle, ouvrant les rideaux que j'avais gardés tirés. Robert n'aurait pas voulu ça. Le 4e jour après l'enterrement, le téléphone sonna. J'ai failli ne pas répondre, mais Dorothée venait de partir et se serait inquiétée si je ne décrochais pas. « Allô ?» Ma voix semblait rouillée par le manque d'usage. « Maman, c'est Jacques. » Son ton était formel, comme s'il appelait une connaissance lointaine. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. As-tu besoin de quelque chose ?» La question semblait si absurde que j'ai failli rire. Ce dont j'avais besoin, c'était de retrouver mon mari. Ce dont j'avais besoin, c'était de fils qui me traitaient avec respect. Ce dont j'avais besoin, c'était d'avoir été autorisée à dire au revoir correctement. « Je vais bien », répondis-je automatiquement. « Bien, bien. » Il semblait soulagé de ne pas avoir à offrir une aide réelle. « Écoute, Rachel et moi pensions passer ce week-end pour aider à trier les affaires de papa. On devrait probablement commencer à s'occuper de tout ça. » Cela faisait moins d'une semaine que nous avions enterré Robert, et déjà ils étaient impatients de se partager ses biens. J'ai serré le téléphone plus fort. « Ce ne sera pas nécessaire, » dis-je, me surprenant par ma fermeté. « Je m'occuperai des affaires de ton père quand je serai prête. »« Maman, sois raisonnable. Il y a beaucoup de choses à trier et tu es... » Il fit une pause. « Eh bien, tu n'es plus aussi jeune qu'avant. Nous voulons juste aider. » S'aider eux-mêmes, plus probablement, pensai-je amèrement. « Merci, mais non, » répétai-je. « Je vous ferai savoir quand je serai prête pour cette étape. » Jacques soupira, ce son familier d'exaspération qu'il avait perfectionné adolescent lorsque je refusais d'augmenter son argent de poche ou de prolonger son couvre-feu. « D'accord, mais n'attends pas trop longtemps. Ces choses doivent être gérées correctement. » Après qu'il eut raccroché, je m'assis dans le fauteuil de Robert, tremblant légèrement. Jacques n'avait pas demandé comment je faisais face à mon deuil. Il n'avait pas mentionné l'enterrement ni ne s'était excusé de m'avoir tenu à l'écart du cercueil. Sa seule préoccupation était de trier les biens de Robert, la collection de montres de luxe, la voiture de collection dans le garage, la collection de livres rares que Robert avait mis des décennies à constituer. Guillaume n'appela pas du tout cette semaine-là, pas même un texto pour savoir si j'étais vivante ou morte. Son silence blessait plus que l'appel superficiel de Jacques. Guillaume avait toujours été mon fils sensible, celui qui écrivait des poèmes au lycée et pleurait devant les films tristes, celui qui ressemblait le plus à son père, tant par son apparence que par son tempérament. Jusqu'à ce que Rachel entre en scène. Rachel avait été la professeure d'université de Guillaume, de 8 ans son aînée et intimidante par ses réussites. Dès qu'ils ont commencé à sortir ensemble, Guillaume a commencé à changer. Sa chaleur décontractée s'est durcie en une ambition calculée. Ses jeans et t-shirts confortables ont laissé place à des costumes sur mesure et des montres chères qu'il ne pouvait pas se permettre. Ses appels à la maison devinrent moins fréquents, ses visites précipitées et distraites. J'essayais de ne pas blâmer entièrement Rachel. Guillaume était un homme adulte, responsable de ses propres choix, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer comment son mépris subtil pour notre style de vie simple semblait l'infecter avec le temps. La sonnette retentit, me tirant de ses pensées. J'ouvris la porte pour trouver un homme d'âge mûr en costume impeccable. « Madame Leclerc, je suis Thomas Bernard, l'avocat de votre mari. Ailme Tendit Lawmain. Je suis vraiment désolé pour votre perte. Robert était un homme bien et un bon ami. Je l'ai fait entrer, surprise. Robert n'avait jamais mentionné un avocat personnel nommé Bernard pour nos testaments et autres affaires juridiques. Nous avions toujours fait appel à un cabinet de droit de la famille en ville. Je sais que c'est une période difficile, dit maître Bernard alors que nous nous asseyions dans le salon. Mais Robert a été très précis sur le timing. Il y aura une lecture formelle du testament à mon bureau la semaine prochaine. J'ai déjà prévenu Jacques et Guillaume. Je ne savais pas que Robert avait changé son testament, admis-je. L'expression de maître Bernard ne révéla rien. Robert a fait plusieurs changements ces derniers mois. Il m'a demandé de vous donner ceci maintenant, avant la lecture formelle. Il me tendit une enveloppe scellée avec mon nom écrit de la main distinctive de Robert. La vue de cette écriture, de ses boucles et de ses inclinaisons familières, fit monter de nouvelles larmes à mes yeux. Je vous laisse la lire en privé, dit maître Bernard en se levant.
La lecture du testament est prévue pour mardi prochain à 10 heures. Ma carte est dans l'enveloppe avec l'adresse. Après son départ, je suis restée assise, avec la lettre non ouverte sur mes genoux pendant près d'une heure, craignant ce qu'elle pourrait contenir. Finalement, j'ai soigneusement brisé le sceau. Ma très chère Hélène, commençait-elle. Si tu lis ceci, c'est que je suis partie, et que tu fais face à une tempête pour laquelle j'ai essayé de te préparer. J'ai vu les changements chez nos fils ces dernières années. J'ai entendu leurs conversations quand ils pensaient que nous n'écoutions pas. Des calculs sur l'héritage, des discussions sur la manière de te gérer après mon départ. Cela me brise le cœur, mais je ne peux pas te laisser sans protection. La lettre continuait, expliquant qu'il avait créé 2 testaments, alors que Jacques et Guillaume avaient accidentellement découvert dans le tiroir de son bureau, et le vrai, juridiquement contraignant et dûment exécuté, qui serait révélé lors de la lecture. Ils ne sont pas les garçons que nous avons élevés, écrivait Robert. Quelque part en chemin, l'ambition et la cupidité ont remplacé les valeurs que nous leur avons enseignées. Je m'en veux en partie. Peut-être leur ai-je trop donné, résolu trop de leurs problèmes. Mais je ne peux pas changer le passé. Je ne peux que protéger ton avenir. Il terminait par des mots d'amour qui me firent sangloter ouvertement. 45 en n'ont pas suffi, ma chérie. J'aurais choisi 45 de plus avec toi en un battement de cœur. Sois forte, sois féroce. Souviens-toi que tu mérites le respect et la dignité. Tout mon amour, éternellement. Robert. J'ai serré la lettre contre ma poitrine, me sentant à la fois le cœur brisé et renforcé. Robert avait vu ce que j'avais refusé de reconnaître. Il avait agi pour me protéger quand je ne pouvais pas me protéger moi-même. Cette nuit-là, j'ai dormi avec sa lettre sous mon oreiller, et pour la première fois depuis sa mort, je ne me suis pas endormie en pleurant. Le matin de la lecture du testament, je me suis habillée avec un soin particulier. J'ai choisi un tailleur noir que j'avais porté pour rencontrer les parents de Robert des décennies auparavant, assorti de boucles d'oreilles en perles qu'il m'avait offertes pour notre 20e anniversaire de mariage. Je voulais paraître digne, forte, la femme que Robert avait aimée et respectée, pas la veuve fragile que mes fils rejetaient maintenant. Le trajet jusqu'au bureau de Maître Bernard dura 30 minutes. Je suis arrivée avec 5 minutes d'avance, le cœur battant d'anxiété et d'un étrange sentiment d'anticipation. En entrant dans la salle d'attente, j'y trouvais déjà Jacques et Guillaume avec leurs femmes, têtes rapprochées en conversation feutrée. Ils levèrent les yeux à mon entrée, leurs expressions passant de l'animation à une formalité rigide. Maman, reconnut Guillaume d'un signe de tête. Pas de câlin, pas de salutation au-delà de cette unique syllabe. Sarah m'examina avec une désapprobation à peine voilée, notant probablement que ma tenue datait de plusieurs saisons. Rachel tapait frénétiquement sur son téléphone, ne prenant pas la peine de lever les yeux. Jacques consulta sa montre de luxe, un cadeau de Robert pour l'obtention de son diplôme de droit. Je m'assis sur une chaise en face d'eux, la distance physique reflétant le gouffre émotionnel qui s'était creusé entre nous. Personne n'y parla. Le silence était lourd d'attentes et de calculs inexprimés. Maître Bernard apparut précisément à 10 heures. « Veuillez entrer », dit-il en tenant la porte de son bureau ouverte. Le bureau était meublé de façon classique avec des fauteuils en cuir, des bibliothèques en chêne et des certificats encadrés sur les murs. Un grand bureau dominait l'espace, avec des chaises disposées devant. Je me suis avancée pour m'asseoir, mais Jacques s'est interposé. « Avant de commencer, dit-il, avec sa voix d'avocat à plein régime, je tiens à préciser que cette réunion est uniquement pour les héritiers nommés dans le testament de notre père. » Il me regarda directement en continuant. « Maman, tu peux rester si tu veux, mais ça ne te concerne pas vraiment. » Mon souffle se coupa. Même après tout, le manque de respect flagrant me stupéfia. Sarah hocha la tête avec un sourire suffisant. Ce serait peut-être plus facile pour tout le monde si tu n'étais pas là pour cette partie. Les sourcils de Maître Bernard se haussèrent légèrement, mais avant qu'il ne puisse parler, je sortis de mon sac à main le dossier que la lettre de Robert avait mentionné, celui qu'il avait laissé dans notre coffre-fort avec des instructions de l'apporter aujourd'hui. Sans un mot, je le posai sur le bureau de Maître Bernard. « Qu'est-ce que c'est » demanda Guillaume, soudainement alerte. « Procédons à la lecture » dit Maître Bernard en ignorant la question. Il ouvrit une enveloppe et en retira plusieurs pages. Je commencerai par le document daté d'il y a 3 mois, qui remplace tous les testaments et codicils antérieurs. Jacques Franca, Les Sourcils. Il y a 3 mois? Ce n'est pas possible. Papa nous a montré son testament l'année dernière. Maître Bernard me jeta un coup d'œil, puis retourna au papier. Comme je le disais, ceci est le testament le plus récent et juridiquement contraignant de Robert Leclerc, dûment attesté et notarié. Il commença à lire, moi, Robert Jacques Leclerc, saint d'esprit et de corps, révoque par la présente tous les testaments et codicils antérieurs. À mes fils, Jacques Robert Leclerc et Guillaume Thomas Leclerc, je lègue une allocation mensuelle de 500 € chacun pour une période de 2 ans, sous réserve de leur traitement respectueux de ma femme, Hélène Marie Leclerc. La pièce devint complètement silencieuse.
Je pouvais entendre le tic-tac de la montre de Jacques, le faible bruit de la circulation à l'extérieur. C'est impossible, dit finalement Guillaume, sa voix à peine un murmure. Il doit y avoir une erreur, ajouta Jacques en se penchant en avant sur sa chaise. Notre père n'aurait jamais. À ma femme bien-aimée, Hélène Marie Leclerc, continua maître Bernard, élevant légèrement la voix pour passer outre l'interruption, je lègue l'intégralité de ma succession, y compris notre maison familiale, tous les comptes bancaires, les portefeuilles d'investissement, les polices d'assurance-vie et les biens personnels. Le visage de Rachel avait perdu toute couleur. La bouche de Sarah s'ouvrait et se fermait sans un bruit, comme un poisson hors de l'eau. Jacques se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. « C'est une fraude » déclara-t-il en me pointant du doigt. Elle l'a manipulé quand il était malade. Papa ne nous aurait jamais déshérités comme ça. Maître Bernard pose a comment les papiers. Monsieur Leclerc, je peux vous assurer que ce testament est entièrement légitime. Il a été exécuté alors que votre père était complètement lucide, en présence de 2 témoins et d'un notaire public, qui ont tous fourni des déclarations sous serment concernant sa clarté mentale et l'absence de toute influence indue. Elle a dû le tromper d'une manière ou d'une autre, intervint Sarah, retrouvant sa voix. Une femme de son âge ne sait pas comment gérer ce genre d'argent. Elle va tout gaspiller et ne rien laisser pour les générations futures. Le mépris dans sa voix me fit me raidir. Mon âge, encore, mon âge était utilisé comme une arme contre moi, comme si mes 67 ans me rendaient automatiquement incompétente. Une femme de mon âge, répétai-je doucement, a élevé 2 enfants, géré un foyer à travers des difficultés économiques, soutenu son mari dans un changement de carrière et pris soin de lui pendant une maladie en phase terminale. Si j'ai pu faire tout ça, je pense que je peux gérer un compte en banque. Guillaume était resté assis, son expression indéchiffrable. Pourquoi papa ferait-il ça? Demanda-t-il finalement, me regardant directement pour la première fois. Pourquoi nous couperait-il complètement les vivres? Maître Bernard récupéra le dossier que j'avais posé sur son bureau. Votre père a laissé des instructions concernant cette question. Il en retira une enveloppe scellée et me la tendit. Madame Leclerc, ceci est pour vous, mais votre mari a suggéré que vous pourriez vouloir en partager le contenu. Mes mains tremblaient légèrement en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une autre lettre de Robert, datée d'1 semaine seulement avant sa mort. Son écriture était plus tremblante que dans la lettre précédente, mais toujours distinctement la sienne. Devrais-je? Je regardai maître Bernard, qui hocha la tête de manière encourageante. Je m'éclaircis la gorge et commençai à lire à haute voix. Ma très chère Hélène, si tu lis cette lettre en présence de nos fils, c'est qu'ils ont montré leur vrai visage, comme je le craignais. Depuis des mois, je regarde comment ils te traitent avec mépris et condescendance. Jacques émit un son de protestation, mais je continuai. Jacques te parle comme si tu étais une femme de ménage plutôt que sa mère. Guillaume agit comme si tes opinions n'avaient aucune valeur. Leurs femmes te voient comme une nuisance qu'elles doivent tolérer pour avoir accès à nos ressources. Ce n'est pas vrai, interrompit Guillaume, le visage rouge. Nous te respectons, maman. La protestation creuse résonna dans l'air alors que je continuais à lire. J'ai décidé de tout te laisser parce que tu es la seule personne dans cette famille qui mérite ma confiance et mon respect. Nos fils ont oublié les valeurs que nous leur avons enseignées. Ils ont oublié les sacrifices que tu as faits pour eux. Ils ne t'aiment que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose de toi. Sarah se leva, ses talons de créateur claquant avec colère sur le parquet. C'est de la manipulation. Robert était malade, confus par les médicaments. Il a écrit ça 3 jours avant de mourir, dis-je calmement en pliant la lettre. Il était parfaitement lucide jusqu'à la fin. En fait, il m'a demandé de lire ceci devant vous si jamais vous remettiez en question ses décisions. Maître Bernard a s'éclaircit la gorge. Il y a une disposition supplémentaire que je devrais mentionner. Le testament précise que si l'un ou l'autre fils conteste le testament ou remet en question la capacité mentale de Madame Leclerc à gérer son héritage, il perdra complètement l'allocation mensuelle. 500 euros? Demanda Rachel, sa voix à peine audible. Il leur a laissé 500 € par mois. Le montant semblait la choquer plus que toute autre chose. Après des années à s'attendre à une manne financière, c'était tout ce qu'il recevrait. Pendant 2 ans, confirma maître Bernard, sous réserve de leur traitement respectueux de Madame Leclerc. Jacques se mit à rire, un son dur et amer. Après une vie entière à attendre notre héritage, c'est ce que nous valons pour lui, pour vous. Il pointa un doigt accusateur vers moi. Vous valez exactement ce que vous avez montré que vous valiez, répondis-je, me surprenant par mon calme. Pendant des années, je vous ai regardé traiter votre père comme un distributeur de billets. Je vous ai vu attendre avec impatience sa mort pour pouvoir hériter. C'est absurde, protesta Guillaume. Vraiment? Pensez-vous qu'il n'a pas remarqué vos regards quand il parlait d'aller chez le médecin? Pensez-vous qu'il n'a pas entendu vos conversations sur le temps qui lui restait? Guillaume s'affaissa dans sa chaise, le combat l'ayant soudainement quitté. Jacques, cependant, resta debout, sa personnalité d'avocat pleinement en place. Nous allons contester cela, déclara-t-il.
Nous prouverons que papa n'était pas dans son bon esprit. En tant qu'avocat de votre père, dit maître Bernard, je déconseille fortement cette ligne de conduite. Non seulement vous perdrez votre allocation, mais j'ai une documentation complète de l'état mental de votre père, y compris des vidéos de nos réunions où il explique exactement pourquoi il a pris ses décisions. Pour la première fois, l'incertitude vacilla sur le visage de Jacques. Sarah lui toucha le bras, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Il secoua vivement la tête. « Maman, dit Guillaume, sa voix plus douce maintenant. On peut arranger ça. On peut parler comme une famille. Comme une famille, fis-je écho. Quand est-ce que tu m'as traité comme de la famille pour la dernière fois? Quand est-ce que tu m'as invité à dîner sans d'abord me demander de l'argent? Quand est-ce que Rachel m'a parlé pour la dernière fois sans ce ton condescendant? » Rachel ouvrit la bouche pour protester, mais la referma rapidement. Elle savait que j'avais raison. Jacques essaya une approche différente. « D'accord, nous admettons que nous avons fait des erreurs, mais tu es notre mère. Les liens du sang sont plus forts que n'importe quel ressentiment. On peut recommencer à zéro. » Il s'approcha les bras tendus, comme pour me serrer dans ses bras. Je reculai instinctivement. « Recommencer à zéro, murmurai-je. Comme quand nous avons recommencé après que tu m'aies dit que j'étais un fardeau quand ton père a perdu son emploi. Comme quand nous avons recommencé après que Guillaume ait suggéré que je déménage dans une maison de retraite pour ne pas être sur votre chemin. Comme quand nous avons recommencé après que vos femmes m'aient dit que mes conseils étaient dépassés parce que j'appartiens à une autre génération. » Chaque question semblait atterrir comme un coup physique. Je pouvais voir sur leur visage qu'ils se souvenaient de chaque incident, de chaque moment cruel qu'ils pensaient que j'avais oublié ou ignoré. Rachel S.E. Levabrusment. C'est ridicule. Une femme de votre âge ne peut pas gérer autant d'argent seule. Vous serez la cible d'escrocs. Vous prendrez de mauvaises décisions financières. Vous avez besoin de nos conseils. Mon âge encore, notai-je avec un sourire triste. Tu as raison sur un point, Rachel. Je suis une femme plus âgée, mais je suis aussi une femme qui a travaillé pendant 40 ans, géré un foyer à travers les récessions, élevé 2 enfants et soigné un mari malade jusqu'à son dernier souffle. Si j'ai pu faire tout ça, je pense que je peux gérer mes propres décisions financières. Maître Bernard commença à rassembler ses papiers, signalant que la réunion se terminait. Madame Leclerc, j'aurai besoin que vous veniez demain pour signer quelques formulaires et commencer le processus de transfert des comptes à votre nom. L'ensemble du processus devrait être terminé d'ici une semaine. Mes fils échangèrent des regards désespérés, réalisant que leur dernière chance leur échappait. Jacques s'approcha une fois de plus, cette fois avec des larmes dans les yeux qui auraient pu être sincères. Man, SILTE plate. Nous sommes ta famille, ta seule famille. Vas-tu vraiment nous abandonner pour de l'argent? Ces larmes auraient pu m'émouvoir autrefois, une semaine plus tôt, un mois plus tôt, peut-être même la veille. Mais après la façon dont il m'avait traité à l'enterrement, pendant le moment le plus douloureux de ma vie, ces larmes arrivaient bien trop tard. Vous abandonnez pour de l'argent, dis-je doucement. Vous avez été les premiers à parler d'argent. C'est vous qui m'avez traité comme si je n'étais qu'un obstacle à votre héritage. Je ne fais que protéger ce que votre père voulait que je protège, ma dignité. Guillaume s'approcha également, me flanquant avec son frère. Pendant un bref instant, je ressentis une lueur de peur. C'étaient 2 grands hommes, et je n'étais qu'une femme de 67 ans. Mais maître Bernard était toujours présent, observant tout. Écoute-nous, dit Guillaume d'une voix rauque. Nous pouvons trouver un accord. Nous ne voulons pas tout l'argent, juste notre juste part. Nous sommes ses fils. Nous avons travaillé dur toute notre vie en attendant ce moment. Sa confession involontaire confirma ce que j'avais soupçonné. Toute leur relation avec nous avait été un investissement à long terme avec un rendement attendu. Votre juste part, demandai-je. Quelle est la juste part pour des fils qui ont donné à leur mère du mépris en échange d'une? Vidamore? Quelle est la juste part pour des hommes qui n'ont pas laissé leur mère dire au revoir à leur père? Guillaume n'avait pas de réponse. Jacques détourna le regard, incapable de croiser mes yeux. Sarah, qui était restée silencieuse ces dernières minutes, explosa finalement. Vous êtes une vieille femme égoïste et vengeresse, cet argent devrait être pour les générations futures, nos enfants, pas pour que vous le gaspilliez dans vos caprices de seigneur. Sa venimeuse déclaration choqua même Jacques, qui posa une main sur son bras pour la retenir. Merci, Sarah, dis-je avec un sourire triste. Vous venez de démontrer exactement pourquoi votre mari n'héritera pas d'un centime de plus que ce que son père a décidé. Je rassemblai mon sac à main et le dossier contenant les lettres de Robert. D'un signe de tête à maître Bernard, je me dirigeai vers la porte, le dos droit, la tête haute. « Maman, ça ne peut pas finir comme ça !» cria Jacques derrière moi. « Nous allons contester ce testament. Nous prouverons que papa n'était pas dans son bon esprit. » Je m'arrêtai sur le seuil et me tournai pour leur faire face une dernière fois. « Faites-le, dis-je fermement. Contestez le testament, mais souvenez-vous de ce que votre père a spécifié. Toute tentative de remettre en question ces décisions entraînera la perte totale de même cette petite allocation mensuelle. » Rachel pâlit visiblement.
500 € n'était pas beaucoup, mais c'était mieux que rien, surtout compte tenu de leur situation financière que je soupçonnais être bien plus précaire que leur style de vie ne le suggérait. Alors que je marchais vers ma voiture sur le parking, le poids de décennies de manque de respect non reconnu sembla s'alléger légèrement de mes épaules. Robert avait vu ce que j'avais refusé de voir. Il avait agi pour me protéger quand je ne pouvais pas me protéger moi-même. Assise dans ma voiture, je me suis enfin permis de pleurer. Pas seulement pour Robert cette fois, mais pour les fils que je pensais avoir. Pour la famille en laquelle j'avais cru, pour toutes les années passées à mériter un amour qui avait apparemment toujours été conditionnel. Mais à côté du chagrin, il y avait quelque chose d'inattendu, un sentiment de possibilité. Pour la première fois depuis des décennies, j'étais vraiment libre de faire mes propres choix sans tenir compte des attentes ou des jugements de quiconque. J'ai démarré la voiture et je me suis éloigné du cabinet d'avocat, laissant derrière moi non seulement mes fils, mais aussi la version de moi-même qui avait accepté leur traitement pendant bien trop longtemps. L'Hélène Leclerc qui s'éloignait n'était pas la même femme qui était arrivée ce matin-là. Elle était plus forte, plus lucide et prête à recommencer, exactement comme Robert l'avait voulu. Le lendemain matin de la lecture du testament, je me suis réveillée avec un étrange mélange de chagrin et de libération. Pour la première fois depuis des décennies, mes décisions étaient vraiment les miennes. Il y avait une liberté dans cette prise de conscience, à côté du déchirement de savoir pourquoi une telle liberté était devenue nécessaire. J'ai préparé du café dans la cuisine que Robert et moi avions rénovée ensemble 5 ans plus tôt. Les comptoirs en granit sur lesquels il avait insisté, « Tu mérites le meilleur, Hélène », brillaient à la lumière du matin. Tout dans cette maison contenait des souvenirs, certains beaux, d'autres maintenant souillés par la connaissance que mes fils avaient mentalement partagé ces biens alors que leur père respirait encore. La sonnette retentit à 9 heures précises. Maître Bernard se tenait sur le porche, une mallette à la main. Bonjour, Madame Leclerc. J'espère que je ne suis pas trop matinale. Pas du tout, l'assurai-je en le faisant entrer. Je suis debout depuis des heures. Un café, s'il vous plaît, dit-il en s'installant à la table de la cuisine. Pendant que je versais, il sortit plusieurs dossiers de ça. Mallette. J'ai apporté les documents dont nous avons parlé hier, ainsi qu'un inventaire complet des actifs de Robert. Je posai son café devant lui et pris le siège d'en face. Je connais nos économies et nos investissements, bien sûr. Robert et moi prenions ces décisions ensemble. Maître Bernard Hokalatat. Votre mari m'a dit que vous aviez toujours été partenaire en tout, mais il y a plus que vous ne savez peut-être pas. Il ouvrit le premier dossier, révélant des relevés de comptes de 3 banques et sociétés d'investissement différentes. Les chiffres me firent cligner des yeux de surprise. Ce n'est pas possible, dis-je en étudiant les montants. Nous étions à l'aise, mais ceci. Robert était un investisseur exceptionnel, expliqua maître Bernard. Il discutait rarement de toute l'étendue de son succès, surtout ces dernières années. Il m'a dit qu'il ne voulait pas attirer l'attention. L'implication flottait dans l'air entre nous, l'attention de nos fils de plus en plus soucieux de l'argent. Il y a aussi ceci, continua-t-il, ouvrant un autre dossier contenant des titres de propriété. Un chalet au bord du lac acheté il y a 3 ans et un petit immeuble d'appartement en ville qui génère un revenu mensuel important. Ma main trembla légèrement en prenant les papiers. Je ne savais rien de tout cela. Il prévoyait de vous surprendre avec le chalet pour votre retraite à venir. L'immeuble d'appartement était un véhicule d'investissement pour assurer votre sécurité à long terme. Pendant les 2 heures suivantes, maître Bernard me guida méthodiquement à travers l'empire financier de Robert, bien plus vaste que je ne l'avais imaginé. Mon mari, semblait-il, avait discrètement bâti une forteresse autour de notre avenir, tout en présentant une façade plus modeste à nos enfants de plus en plus avides. Il y a une dernière chose, dit maître Bernard en fouillant dans la poche intérieure de sa veste. Il en retira une petite clé. Votre mari gardait un coffre-fort distinct de votre coffre commun. Il m'a demandé de vous donner cette clé après la lecture du testament. J'ai pris la clé, la faisant tourner dans ma paume. Plus de secrets, plus de préparatifs dont je n'avais pas connaissance. Qu'y a-t-il dedans? Demandai-je. J. Annie sais pas, admit Maître Bernard. Il a tout arrangé en privé. Le coffre se trouve à la première banque nationale sur la rue principale. Après le départ de maître Bernard, je suis resté seul à la table de la cuisine, entouré de papiers documentant une richesse que je ne savais pas que nous possédions. Une partie de moi ressentait une pointe de blessure que Robert m'ait caché tant de choses, mais une plus grande partie comprenait son instinct protecteur. Le téléphone sonna. Présente ma contemplation. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de Jacques. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale se déclenche, pas encore prête à affronter plus d'accusations ou de manipulations. Quelques secondes plus tard, mon téléphone portable vibra avec un message texte. « Maman, nous devons parler. Cette situation est ridicule. Rappelle-moi. Jacques. » Aucune excuse, aucune reconnaissance de leur comportement, juste une demande de contact et un rejet de toute la situation comme étant ridicule. J'ai posé le téléphone face contre table sans répondre. Mon impulsion immédiate fut d'aller au coffre-fort.
Mais quelque chose m'arrêta, le sentiment que je n'étais pas tout à fait prête pour le message final que Robert y avait laissé. Au lieu de cela, je me suis sentie attirée par son bureau, une pièce que j'avais évitée depuis sa mort. L'espace sentait son odeur, cuir, vieux livres et la faible touche d'agrumes de son eau de Cologne. Ses lunettes de lecture étaient toujours perchées sur une pile de papier. Le fauteuil en cuir derrière le bureau portait encore l'empreinte de son corps. Je me suis assise dans ce fauteuil, me sentant étrangement comme une intruse dans un espace qui était maintenant légalement le mien. Sur le bureau se trouvaient plusieurs photos encadrées, notre jour de mariage, les remises de diplômes des garçons, notre voyage pour notre 40e anniversaire à Hawaï. Des moments heureux qui semblaient maintenant des scènes de la vie de quelqu'un d'autre. En ouvrant le tiroir supérieur, j'ai trouvé le journal de Robert, une habitude qu'il avait maintenue pendant des décennies. J'ai hésité, sentant l'invasion de sa vie privée, mais je me suis rappelé qu'il voulait que je comprenne tout. Les entrées les plus récentes confirmaient ce qu'il avait écrit dans ses lettres, des observations sur les attitudes changeantes des garçons, des inquiétudes sur l'influence de leurs femmes, de la tristesse face aux valeurs qu'ils semblaient avoir abandonnées. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui me glaça le sang. J'ai surpris une conversation entre Jacques et Guillaume dans le jardin aujourd'hui, lisait une entrée. Ils discutaient du temps qu'il pourrait me rester et de ce que cela signifierait pour leur projet. Guillaume a suggéré que ce pourrait être 6 mois au maximum, d'après ce qu'il avait lu sur ma condition. Jacques pensait que ça pourrait être plus rapide que ça si ma santé suivait son cours naturel. Que sont devenus nos fils, et comment protéger Hélène de quand je ne serai plus là? J'ai fermé le journal, les mains tremblantes. Ils avaient calculé le moment de la mort de leur père, spéculant sur la rapidité avec laquelle ils pourraient hériter. La cruauté de la chose me coupa le souffle. Mon téléphone portable vibra de nouveau. Guillaume cette fois. Maman, SILT plate, appel. Nous sommes inquiets pour toi. Ce n'est pas ce que papa aurait voulu. L'audace de sa part, de prétendre savoir ce que Robert aurait voulu, alors que le propre journal et le testament de Robert rendaient ses intentions parfaitement claires, alimenta une colère bouillonnante que je ne m'étais pas permis de ressentir. J'ai pris une décision alors. Je ne continuerai pas à vivre dans cette maison de souvenirs, entourée de biens que mes fils avaient mentalement catalogués et réclamés. Je recommencerai à zéro, quelque part où il ne pourrait pas simplement se présenter à ma porte pour me faire pression. J'ai appelé une agente immobilière haut de gamme recommandée dans les dossiers de Robert. Madame Leclerc, J. Sui Amandine Renault. Votre mari m'a consulté l'année dernière au sujet d'une éventuelle mise en vente de votre maison. Une autre préparation dont je n'avais pas connaissance. J'aimerais aller de l'avant avec ça, dis-je fermement. À quelle vitesse pouvez-vous mettre la propriété en vente? Avec les maisons de votre quartier et de votre gamme de prix, nous recommandons généralement quelques mises à jour d'abord. Je veux qu'elles soient mises en vente immédiatement, l'interrompis-je. En l'état. Bien sûr, Madame Leclerc. Je peux faire venir un photographe dès demain si cela vous convient. Parfait. Après avoir raccroché, j'ai appelé un hôtel de luxe en ville où Robert et moi avions séjourné pour notre anniversaire des années auparavant. Ils avaient une suite disponible à partir de ce soir. J. La Prenz, Dis J. Pour 2 semaines. J'ai fait 3 valises avec l'essentiel, vêtements, articles de toilette, médicaments et les papiers importants que Maître Bernard avait apportés. J'ai soigneusement emballé les lunettes de lecture de Robert et la photo encadrée de notre mariage, les glissant entre des pulls pour les protéger. Avant de partir, j'ai parcouru chaque pièce de la maison, disant adieu à la vie que Robert et moi avions bâtie. Dans notre chambre, je me suis assise sur son côté du lit une dernière fois, respirant son odeur qui s'estompait de son oreiller. « Je fais ce que tu voulais » murmurai-je. « Je me protège. J'aimerais juste que tu sois là pour le voir. » La suite de l'hôtel était élégante et impersonnelle, exactement ce dont j'avais besoin. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ville. Le lit king size était drapé de coton égyptien. La salle de bain comportait une baignoire en marbre assez grande pour 2, bien que je l'utiliserais seule. J'ai déballé méthodiquement, arrangeant mes médicaments sur le comptoir de la salle de bain, plaçant la photo de Robert sur la table de chevet. Quand tout fut installé, j'ai commandé le service en chambre, un luxe que je m'accordais rarement, et j'ai mangé en regardant le coucher de soleil peindre la ville en or. Mon téléphone avait accumulé cet appel manqué et 12 messages textes pendant le déménagement. Je les ai parcourus avec détachement. Jacques, maman, l'agente immobilière m'a appelé par erreur. Qu'est-ce que tu fabriques? Guillaume, tu ne peux pas vendre la maison sans nous en parler d'abord. C'est la maison de notre enfance. Sarah, ce comportement impulsif prouve ce que nous disions sur tes capacités de prise de décision. Rachel, pense à l'héritage de tes petits-enfants avant de prendre des décisions irréfléchies. Leur message révélait exactement ce que Robert avait observé. Leurs préoccupations portaient sur les biens et l'argent, pas sur moi. J'ai tapé une seule réponse et l'ai envoyée à mes 2 fils. La maison est à moi et je peux la vendre comme votre père l'entendait. Veuillez adresser toute communication future à Maître Bernard. Puis j'ai mis mon téléphone en silencieux,
J'ai pris un bain dans l'immense baignoire et je me suis permis de me détendre vraiment pour la première fois depuis le diagnostic de Robert 18 mois plus tôt. Le lendemain matin, j'ai pris un taxi pour la première banque nationale. La clé du coffre-fort semblait lourde dans ma poche, chargée du message final que Robert m'avait laissé. Le directeur de la banque m'a personnellement escorté jusqu'à la chambre forte, me traitant avec la déférence réservée aux clients fortunés, un autre rappel de combien les choses avaient changé. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, Madame Leclerc, dit-il, me laissant seule dans la salle de visionnage privée avec la boîte en métal devant moi. À l'intérieur se trouvaient 3 objets, une autre enveloppe à mon nom, une petite boîte à bijoux en velours et une clé USB. J'ai d'abord ouvert l'enveloppe. L'écriture de Robert était plus stable dans cette lettre, suggérant qu'il l'avait écrite plus tôt dans sa maladie. Ma chère Hélène, commençait-elle. Si tu lis ceci, alors tout s'est déroulé comme je le craignais. Nos fils ont montré leur vrai visage, et tu as découvert l'étendue de ce que j'ai construit pour nous, pour toi. La lettre expliquait qu'il avait commencé à faire des préparatifs financiers 3 ans plus tôt, lorsqu'il avait remarqué pour la première fois les changements chez nos fils. La boîte à bijoux contient le collier de saphir de ma grand-mère, celui que je t'ai toujours promis qu'il serait à toi un jour. Je l'ai récupéré du coffre-fort à la maison et je l'ai placé ici parce que j'ai entendu Guillaume dire à Rachel qu'il serait à elle après mon départ. Certaines choses sont trop précieuses pour prendre des risques. J'ai ouvert la boîte en velours avec des doigts tremblants. Le collier de saphir et de diamants brillait sur le velours noir, un héritage dont Robert avait souvent parlé avec révérence. Guillaume avait posé des questions à ce sujet à plusieurs reprises ces dernières années, prétendant que Rachel appréciait les beaux bijoux plus que moi. La clé USB, continuait la lettre de Robert, contient des enregistrements. Je ne suis pas fière de les avoir faits, mais j'ai estimé que c'était nécessaire. Des conversations entre nos fils quand ils pensaient que personne n'écoutait. Des discussions sur toi, sur moi, sur leur stratégie d'héritage. Ne les écoute que si tu as besoin de confirmation que tu fais ce qu'il faut en te protégeant. J'ai regardé la petite clé noire, incertaine de vouloir entendre ce qu'elle contenait. Cela ne ferait-il qu'approfondir la blessure de la trahison, ou cela renforcerait-il? Ma résolution? J'ai décidé d'attendre. Certaines blessures étaient encore trop fraîches. En retournant à l'hôtel, j'ai trouvé un message d'Amandine Renaud. La maison avait déjà reçu 3 demandes de potentiels acheteurs qui voulaient la visiter immédiatement. Apparemment, la propriété Leclerc est assez connue dans certains cercles, expliqua-t-elle. L'emplacement et la taille du terrain la rendent extrêmement désirable. J'ai donné la permission pour que les visites commencent le lendemain, en précisant que je ne serai pas présente. Laisser des étrangers parcourir ces pièces. Les laisser imaginer de nouvelles vies dans des espaces où mon ancienne vie s'estompait déjà. Cet après-midi-là, j'ai visité le chalet au bord du lac que Robert avait acheté comme surprise. Il se trouvait à 1 heure de route de la ville, niché au milieu des pins avec une terrasse surplombant une eau bleue éclair. Simple mais magnifiquement construit, avec une cheminée en pierre et des baies vitrées dans le salon principal. Votre mari a choisi chaque détail, m'a dit le gardien en me faisant visiter. Il a dit que c'était pour sa femme qui aimait la nature et les matins tranquilles. Je suis sortie sur la terrasse, imaginant Robert ici, planifiant cette retraite pour nous. La douleur de l'avoir perdu m'a frappé d'une nouvelle manière, non seulement sa présence physique, mais l'avenir partagé que nous n'aurions jamais. Mon téléphone a sonné, brisant le moment. Guillaume encore. Cette fois, j'ai répondu. Allô, Guillaume. Maman, enfin. Sa voix contenait un mélange de soulagement et de frustration. Où es-tu? Nous sommes allés à la maison et tu n'y étais pas. Tes vêtements ont disparu. Je reste ailleurs pour le moment, dis-je calmement. Comme mon texto l'indiquait, merci d'adresser toute préoccupation à Maître Bernard. C'est ridicule, sa voix s'éleva. Tu ne peux pas simplement disparaître et vendre notre maison de famille sans en discuter avec nous. Notre maison de famille, répétai-je. La maison que ton père m'a laissée. La maison que tu suggérais que j'étais trop vieille pour entretenir il y a à peine 6 mois, quand tu as proposé que je déménage dans une résidence pour seniors. Son silence confirma qu'il se souvenait de cette conversation. Guillaume, je ne discuterai pas davantage de cela. La maison est en vente. Ma décision est finale. Maman, SILT plate. Sa voix changea, adoptant le ton suppliant qu'il utilisait enfant lorsqu'il demandait quelque chose qu'il savait ne pas devoir avoir. Nous sommes inquiets pour toi après la perte de papa. Prendre de grandes décisions si rapidement n'est pas sain. Nous voulons juste aider. Vous aider à mettre la main sur mes biens, tu veux dire? Dis-je, me surprenant par ma franchise. Ton père a vu clair dans votre jeu, Guillaume. Moi aussi. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre, debout sur la terrasse de ce qui aurait dû être notre havre de retraite. J'ai pris une autre décision. Je ne vendrai pas ce chalet. Ce serait mon nouveau départ, un lieu non souillé par la cupidité de mes fils, inconnu d'eux, rempli du dernier acte d'amour de Robert. De retour à l'hôtel ce soir-là, j'ai rencontré Maître Bernard pour signer d'autres documents et discuter de mes projets. J'aimerais déménager dans la propriété au bord du lac, lui dis-je. De façon permanente.
Il hocha la tête, prenant des notes. Un choix judicieux. C'est privé, sécurisé, et la communauté là-bas est assez exclusive. Vos voisins seraient principalement d'autres professionnels à succès en quête de paix. Et la maison en ville, d'après l'intérêt initial, Amandine pense qu'elle se vendra rapidement et au-dessus du prix demandé. Les profits pourraient être investis pour générer des revenus supplémentaires. Bien que, franchement, vous n'en ayez pas besoin. Nous avons passé l'heure suivante à examiner ma nouvelle réalité financière. Entre les investissements de Robert, les revenus de l'immeuble et nos comptes de retraite existants, j'avais plus qu'assez pour vivre confortablement pendant plusieurs vies. Robert était assez préoccupé par le fait que vos fils tenteraient de contester votre compétence, mentionna prudemment maître Bernard. C'est une tactique courante lorsque des enfants adultes sont déshérités. Il m'a demandé d'organiser des évaluations psychologiques indépendantes pour documenter votre acuité mentale. La suggestion me piqua, malgré son aspect pratique. Ils feraient vraiment ça? Prétendre que leur propre mère est incompétente juste pour obtenir de l'argent. L'expression de maître Bernard était douce mais ferme. Madame Leclerc, je pratique le droit des aînés depuis 30 ans. J'ai vu des familles se détruire pour bien moins que ce qui est en jeu ici. Votre mari n'était pas paranoïaque. Il était prudent. J'ai accepté les évaluations, qui seraient menées par 3 spécialistes distincts au cours des semaines à venir. Une autre couche de protection contre mes propres enfants. La réalité de la chose semblait surréaliste. Cette nuit-là, j'ai enfin trouvé le courage de brancher la clé USB sur la télévision de la chambre d'hôtel. Le premier enregistrement a commencé à jouer, une conversation entre Jacques et Guillaume dans ce qui ressemblait au jardin de Robert. L'horodatage indiquait qu'elle datait de 8 mois plus tôt, quand Robert était encore relativement fort. Papa avait l'air plus mal aujourd'hui, dit la voix de Jacques. Le docteur Alain dit que ça pourrait être des semaines ou des mois à ce stade. Plus ça traîne, plus ça devient cher, répondit Guillaume. Ces médicaments coûtent une fortune, et ils ne font que prolonger l'inévitable. Eh bien, au moins on sait que la maison se vendra une fortune. Les quartiers comme celui-là se vendent à 20% au-dessus du prix demandé ces jours-ci. Et pour maman, alors? Elle s'attendra à y rester. On la convaincra qu'un endroit plus petit a plus de sens. Sarah fait déjà des recherches sur ces appartements pour seniors. Beaucoup plus gérables pour quelqu'un de son âge. J'ai éteint l'enregistrement, me sentant physiquement malade. Ils avaient planifié mon avenir, se partageant les biens alors que leur père se battait encore pour sa vie, alors que je passais chaque instant éveillé à prendre soin de lui. Ils calculaient les profits de sa mort. Je n'avais pas besoin d'en entendre plus. Robert avait eu raison sur toute la ligne. Le lendemain, j'ai rencontré les 3 acheteurs potentiels les plus prometteurs pour la maison. Amandine m'avait suggéré de participer à la sélection finale, car plusieurs offres étaient probables. De cette façon, vous pourrez choisir non seulement la meilleure offre, mais la bonne famille pour votre maison, expliqua-t-elle. La famille Johnson est arrivée la première, un chirurgien, sa femme et leurs 3 jeunes enfants. Ils ont parcouru la maison avec une appréciation respectueuse. Les enfants étaient bien élevés, mais clairement excités. Nous économisons depuis des années pour une maison dans ce quartier, m'a dit le docteur Johnson. Les écoles sont excellentes, et nous aimons le sens de la communauté. Les deuxièmes visiteurs étaient un couple de retraités cherchant à déménager dans plus petit que leur grand domaine. Nous n'avons besoin que de quelques pièces à ce stade, expliqua la femme. Mais nous voulons que ces pièces soient belles. Votre maison est exquise. Le 3e acheteur potentiel était un promoteur immobilier qui a à peine jeté un coup d'œil aux détails qui rendaient la maison spéciale. Je démolirai la plupart, dit-il sans embâge. Ces vieilles maisons ont besoin d'une modernisation complète pour maximiser leur valeur. Mon choix fut immédiat et instinctif. Les Johnson rempliraient ces pièces de rires d'enfants et de nouveaux souvenirs. Ils apprécieraient ce que Robert et moi avions construit. Ce n'est pas l'offre la plus élevée, m'a prévenu Amandine Camp. J'ai exprimé ma préférence. C'est la bonne, insistai-je. Et nous pouvons accélérer la clôture, je suis impatiente d'aller de l'avant. Avec des acheteurs préapprouvés comme les Johnson, nous pourrions conclure en aussi peu que 3 semaines. 3 semaines pour dire adieu à la maison où j'avais élevé ma famille, où Robert et moi avions construit notre vie ensemble. Cela semblait à la fois trop long et incroyablement court. Alors que je quittais la dernière visite, une voiture familière s'est garée dans l'allée. Jacques en est sorti, son expression foudroyante. « Tu vas vraiment jusqu'au bout ?» dit-il. Pas une question, mais une accusation. Sans même nous consulter. Je n'ai pas besoin de votre consultation pour vendre ma maison, Jacques. Notre maison, corrigea-t-il. C'est notre maison de famille. Une maison que vous étiez impatient de vendre après la mort de votre père, lui rappelai-je. J'ai entendu les enregistrements, Jacques. Je sais ce que vous et Guillaume avez discuté dans le jardin pendant que votre père mourait. Son visage pâlit. Quels enregistrements? De quoi parles-tu? Votre père n'était pas aussi inconscient que vous le pensiez. Il vous a entendu planifier ses funérailles alors qu'il se battait encore pour vivre.
Il vous a entendu discuter de la manière de me faire déménager de cette maison une fois qu'il serait parti. L'expression de Jacques passa du choc au calcul. Papa était malade, maman. Il a peut-être mal interprété les choses, enregistré des choses hors contexte. Arrête, l'interrompis-je en levant la main. Arrête. J'ai accepté une offre sur la maison. La vente sera conclue dans 3 semaines. J'ai déjà déménagé. Il n'y a plus rien à discuter. Où restes-tu? Demanda-t-il. Tu ne peux pas simplement disparaître. Je peux faire exactement ça, répondis-je en me dirigeant vers mon taxi qui attendait. Au revoir, Jacques. Alors que le taxi s'éloignait, j'aperçus Jacques dans le rétroviseur, debout dans l'allée de la maison qu'il n'avait jamais possédée, semblant soudainement petit et perdu. Les appels commencèrent ce soir-là et se poursuivirent avec une désespérance croissante au cours des jours suivants. Jacques, Guillaume, et même Sarah et Rachel se relayèrent pour laisser des messages, chacun avec une approche différente de la manipulation. Jacques s'appuyait sur l'autorité et l'intimidation. « Maman, ça a assez duré. Nous devons nous rencontrer et régler ça en famille. » J'ai consulté des collègues sur la possibilité de faire examiner ce testament par le tribunal. Guillaume essaya les appels émotionnels. « Maman, s'il te plaît, rappelle. Je sais que nous avons fait des erreurs, mais nous couper complètement les vivres n'est pas la solution. Papa ne voudrait pas que notre famille soit déchirée comme ça. » Sarah était froidement pratique. « Hélène, ce comportement est préoccupant. Prendre des décisions financières majeures si peu de temps après un deuil soulève des questions sur votre jugement actuel. Peut-être devrions-nous discuter de la possibilité de faire appel à un tiers neutre pour aider à gérer ces transitions. » Rachel tenta la culpabilité. « Les enfants n'arrêtent pas de demander après leur grand-mère. Qu'est-ce que je suis censée leur dire quand tu ne veux même pas nous parler? Ils sont innocents dans tout ça. » J'ai écouté chaque message une fois, puis je l'ai supprimé. Maître Bernard m'avait conseillé de conserver une trace de toutes les communications, mais de ne pas m'engager directement. Toute conversation pourrait être enregistrée ou mal interprétée, m'a-t-il prévenu. Laissez-moi être votre tampon jusqu'à ce que les choses se calment. 2 semaines après la lecture du testament, j'ai reçu une lettre officielle d'un cabinet d'avocats représentant Jacques et Guillaume. Elle demandait une séance de médiation familiale pour discuter de la distribution équitable des objets sentimentaux de la maison. La réponse de Maître Bernard fut polie mais ferme. Madame Leclerc organisera l'identification et la distribution appropriée des effets personnels ayant une valeur sentimentale en temps voulu. Aucune médiation n'est nécessaire pour des biens qui appartiennent légalement uniquement à Madame Leclerc. Leur coup suivant fut plus direct. Jacques et Guillaume se présentèrent sans préavis au bureau de Maître Bernard, exigeant de savoir où je me trouvais. « Votre mère a droit à sa vie privée », leur dit Maître Bernard. Elle a clairement indiqué qu'elle souhaitait que la communication passe par moi pour le moment. Elle ne pense pas clairement, insista Jacques. Elle prend des décisions irréfléchies à cause du chagrin. Au contraire, répondit Maître Bernard. Votre mère a subi des évaluations cognitives et psychologiques approfondies par 3 spécialistes indépendants qui l'ont tous trouvée exceptionnellement vive et mentalement saine. Leurs rapports ont été déposés auprès du tribunal à titre de précaution. Cette révélation les réduisit temporairement au silence. La prévoyance de Robert avait une fois de plus bloqué leur manœuvre. Pendant ce temps, je commençais ma nouvelle vie. J'ai déménagé au chalet au bord du lac, n'emportant que ce dont j'avais vraiment besoin ou ce que j'aimais de la maison de la ville. Le reste serait vendu, donné ou mis en garde-meuble. Le chalet commença rapidement à ressembler à un foyer. J'ai disposé le fauteuil de lecture de Robert près des grandes fenêtres donnant sur le lac. J'ai placé notre photo de mariage sur le manteau de la cheminée. J'ai planté des géraniums dans des pots sur la terrasse. Le simple plaisir de mettre les mains dans la terre était thérapeutique. Ma première visiteuse fut Dorothée, qui arriva avec des plats faits maison et une loyauté féroce. « Cet endroit est parfait pour toi », déclara-t-elle en visitant le chalet. Assez proche de la civilisation, mais loin de ces enfants ingrats qui sont les tiens. Nous nous sommes assises sur la terrasse avec des verres de vin, regardant le coucher de soleil transformer le lac en or liquide. Jacques m'a appelé, mentionna Dorothée nonchalamment. Il voulait savoir si je savais où tu étais. Qu'est-ce que tu lui as dit? D'aller se faire voir, essentiellement. Elle gloussa. J'ai peut-être mentionné que s'il avait traité sa mère avec une décence humaine de base, il n'aurait pas besoin de demander à des étrangers où elle se cachait. J'ai souri, reconnaissante de son soutien indéfectible. Il pense que je suis irrationnelle, que je prends des décisions trop rapidement après la mort de Robert. N'importe quoi, renifla Dorothée. Tu prends enfin des décisions pour toi-même au lieu de les prendre pour tout le monde. C'est ça qui les met dans tous leurs états. Une semaine plus tard, Maître Bernard est venu avec des mises à jour et des papiers. La vente de la maison se déroulait sans accroc. Les Johnson avaient terminé leur inspection et étaient impatients de conclure comme prévu. Il y a autre chose que vous devriez savoir, dit-il prudemment. J'ai reçu des demandes d'informations sur votre situation financière de la part d'un autre cabinet d'avocats. Il semble rassembler des informations, peut-être pour une contestation de votre capacité. Mon estomac se serra.
même après les évaluations. Les évaluations vous protègent légalement, mais elles n'arrêteront pas nécessairement les tentatives de harcèlement ou de pression. Il hésita. Il y a aussi la question de leur situation financière. J'ai pris la liberté de mener quelques recherches discrètes. Le tableau qu'il a brossé était troublant. Jacques avait d'importantes dettes de jeu cachées à Sarah. Son cabinet d'avocats prospère connaissait des difficultés avec une clientèle en baisse et des frais généraux en hausse. Ils avaient réhypothéqué leur maison 2 fois ces dernières années. L'entreprise de Guillaume était presque en faillite, avec des impôts impayés et des fournisseurs menaçant de poursuites judiciaires. La carrière universitaire. De Rachel était au point mort après une accusation de plagiat, entraînant une réduction de revenus et une fierté blessée. Ils sont désespérés, réalisait jeu à voix haute. Ils comptaient sur l'argent de Robert pour résoudre leurs problèmes. Il semble que oui, acquiesça maître Bernard. Ce qui les rend potentiellement plus dangereux. Les gens désespérés prennent des mesures désespérées. Son avertissement était prémonitoire. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Madame Leclerc, ici le docteur Harrison du groupe médical du Lac. Je vous appelle parce que votre fils Guillaume a essayé de vous programmer une évaluation cognitive. Il a mentionné des inquiétudes concernant des changements de comportement récents. Mon sang asiglaka. Je n'ai jamais été patiente au groupe médical du Lac, Dr Harrison, et j'ai récemment passé 3 évaluations cognitives distinctes avec des spécialistes. Il y eut une pause gênée. Je vois. Il semble qu'il y ait eu une certaine mauvaise communication. Je m'excuse pour le dérangement. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé maître Bernard. Ils essaient d'obtenir que des médecins m'évaluent à mon insu ou sans mon consentement, lui dis-je, les mains tremblant de colère et d'incrédulité. Jusqu'où iront-ils? Malheureusement, ce n'est pas rare dans les litiges d'héritage de grande valeur, dit-il d'un air sombre. J'enverrai des lettres de mise en demeure aux 2 fils et à leurs avocats, indiquant clairement que toute nouvelle tentative d'interférer avec vos soins médicaux entraînera des poursuites judiciaires. Ce soir-là, alors que j'étais assise sur la terrasse à regarder le crépuscule s'installer sur le lac, mon téléphone sonna de nouveau. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais l'indicatif régional était local. Bonjour, Madame Leclerc. Je suis Éléonore Martin. Je viens d'emménager dans le chalet à 2 portes du vôtre. Le gardien a mentionné que vous êtes nouvelle dans la communauté aussi. L'ouverture amicale inattendue me prit au dépourvu. Oui, j'ai emménagé il y a quelques semaines. J'espère que je ne vous dérange pas, mais j'ai fait beaucoup trop de bœuf bourguignon pour une seule personne. Je me demandais si vous aimeriez vous joindre à moi pour le dîner. Aucune pression si vous préférez votre intimité. Quelque chose dans sa manière chaleureuse et directe me rappela moi-même, avant que le chagrin et la trahison n'aient durci mes traits. Sur une impulsion, j'ai accepté. Éléonore avait la fin de la 60aine, les cheveux argentés et les yeux brillants, avec un rire facile et un regard direct. Son chalet était similaire au mien, mais rempli d'œuvres d'art colorées et de livres bien usés. Mon mari est décédé il y a 3 ans, expliqua-t-elle alors que nous mangions sur sa véranda grillagée. Crise cardiaque, complètement inattendue. Les enfants voulaient que j'emménage avec eux, mais j'avais besoin de mon propre espace pour découvrir qui j'étais sans Harold. Mon mari a eu plus d'avertissements, dis-je, surprise de la facilité avec laquelle je m'ouvrais à cette étrangère. Cancer. Il est mort il y a 8 semaines. Je suis désolée, dit-elle simplement. Pas de platitude, pas de gêne face à la mention de la mort, juste une reconnaissance. Au cours de la soirée, je me suis retrouvée à partager davantage de mon histoire, l'enterrement, la lecture du testament, le comportement de mes fils. Éléonore écoutait sans jugement, posant des questions occasionnelles qui montraient un intérêt sincère plutôt qu'une curiosité morbide. Ma fille a essayé quelque chose de similaire, a-t-elle confié. Pas aussi extrême que vos fils, mais il y avait certainement une attente que l'argent d'Harold résoudrait ses problèmes financiers. Elle ne m'a pas parlé pendant 8 mois après la lecture du testament. Êtes-vous en contact maintenant? Eleanor Hokalatat. Finalement, elle a réalisé que la relation était plus importante que l'héritage. Cela a pris du temps. Et les choses ne sont pas parfaites, mais nous reconstruisons. Son histoire offrait une lueur d'espoir que je ne m'étais pas permis d'envisager. Que peut-être un jour, ma relation avec mes fils pourrait être sauvée. Pas maintenant, pas bientôt, mais peut-être dans un avenir lointain où les blessures ne seraient pas si vives. En rentrant chez moi sous une voûte d'étoiles, je me sentis plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Me faire une nouvelle amie, avoir une conversation qui ne portait pas sur le deuil ou les questions juridiques. C'était un petit pas vers une nouvelle normalité. Le lendemain matin, j'ai décidé d'explorer la petite ville au bord du lac à proximité. Je me suis habillée avec soin, dans des vêtements qui me donnaient confiance, un pantalon noir ajusté, un pull en cachemire bleu qui correspondait à mes yeux, des chaussures de marche confortables mais élégantes. Je me suis maquillée pour la première fois depuis l'enterrement, j'ai ajouté un simple collier en argent et j'ai étudié mon reflet. La femme dans le miroir avait l'air plus âgée que dans mon souvenir.
Le deuil avait gravé de nouvelles rides autour de mes yeux et de ma bouche, mais il y avait une clarté dans mon regard qui n'était pas là avant, une force née de la nécessité. La ville était charmante, avec des boutiques locales bordant une rue principale pittoresque. J'ai flâné dans une librairie, achetant des romans que j'avais l'intention de lire depuis des années. J'ai acheté des pâtisseries fraîches dans une boulangerie où le propriétaire saluait chaque client par son nom, promettant d'apprendre le mien d'ici ma prochaine visite. Dans un magasin de fournitures d'art, je me suis attardé devant des carnets de croquis et des aquarelles. J'avais adoré peindre à l'université, mais j'avais mis cela de côté lorsque les exigences du mariage et de la maternité avaient pris le dessus. « Êtes-vous une artiste » demanda la jeune femme derrière le comptoir. « Je l'étais » répondis-je. « Il y a longtemps. »« Il n'y a pas d'anciens artistes » dit-elle avec un sourire. « Juste des artistes qui font une pause. » Sur une impulsion, j'ai acheté un set complet d'aquarelles, des pinceaux de qualité et un carnet de croquis à couverture rigide. Il était peut-être temps de redécouvrir de vieilles passions. Mon dernier arrêt fut une petite mais élégante bijouterie. Le collier de saphir du coffre-fort de Robert était magnifique mais formel, une pièce pour les occasions spéciales. Je voulais quelque chose que je pourrais porter tous les jours, une sorte de talisman pour ce nouveau chapitre. Un délicat pendentif en argent attira mon attention. Un simple dessin d'un arbre aux branches étendues. L'arbre de vie, expliqua le bijoutier. Un symbole de croissance, de force et de nouveau départ. Il semblait juste dans ma main, substantiel sans être lourd, significatif sans être évident. Je l'ai acheté immédiatement et je l'ai porté en sortant du magasin. En retournant à ma voiture, les sacs de course à la main, j'ai aperçu mon reflet dans la vitrine d'un magasin. Pendant un instant, je me suis à peine reconnu. Cette femme aux épaules droites et à la démarche déterminée, ornée d'un symbole de nouvelle vie, les bras remplis d'outils pour la créativité et le plaisir. J'avais l'air, pour la première fois depuis le diagnostic de Robert, de quelqu'un avec un avenir plutôt qu'un simple passé douloureux. Mon téléphone sonna juste au moment où j'atteignais ma voiture. Guillaume encore. Cette fois, j'ai décidé de répondre. Allô, Guillaume. Maman, Dieu merci. Où es-tu? Nous étions morts d'inquiétude. Je vais parfaitement bien, dis-je calmement en déverrouillant ma voiture. Maître Bernard vous a tenu au courant des questions nécessaires. Ce n'est pas la même chose que d'avoir de tes nouvelles directement. Sa voix s'adoucit, devenant le Guillaume que je me souvenais d'avant. Maman, tu me manques. Cette situation est devenue incontrôlable. Ne pouvons-nous pas simplement parler en face à face? Pendant un instant, j'ai hésité. C'était mon fils, mon sensible et artistique Guillaume, qui m'avait un jour écrit des poèmes pour la fête des mères. Peut-être y avait-il encore une chance de réparer ce qui avait été brisé. Je pourrais envisager de nous rencontrer, dis-je prudemment. Si c'est juste toi, sans Rachel, sans Jacques, sans Sarah, juste nous. Il accepta immédiatement, suggérant un café à mi-chemin entre la ville et le lac. Nous avons fixé une date pour le lendemain après-midi. En retournant au chalet, je me demandais si je faisais une erreur. Étais-je en train de m'exposer à plus de manipulation, ou était-ce le premier pas vers la guérison d'une famille fracturée? Éléonore travaillait dans son jardin quand je suis passé. Elle m'a fait signe de m'approcher, me montrant fièrement ses rosiers nouvellement plantés. Comment était la ville? Demandait-il. Réparateur, répondis-je en lui montrant mes achats. Je vais essayer de peindre à nouveau. Marvelous. Son enthousiasme était sincère. Harold disait toujours que la créativité est la nourriture de l'âme. J'ai hésité, puis j'ai partagé ma prochaine rencontre avec Guillaume. Suis-je naïve? Éléonore considéra la question sérieusement. Pas naïve, pleine d'espoir peut-être, et l'espoir n'est pas une mauvaise chose, Hélène. Va simplement avec les yeux ouverts et des limites fermes. Cette nuit-là, j'ai peint pour la première fois depuis des décennies une simple étude du lac au coucher du soleil. Les résultats étaient amateurs, mais le processus ressemblait à une reconnexion avec un ami perdu de longue date. J'ai perdu la notion du temps, complètement absorbé par le mélange des couleurs et l'observation de l'interaction de l'eau et des pigments sur le papier. Quand mon téléphone a sonné avec une notification de message texte, j'ai été surprise de réaliser que 3 heures s'étaient écoulées. Le message provenait d'un numéro inconnu. Madame Leclerc, c'est Sarah. Jacques ne sait pas que je vous contacte. Avant votre rencontre avec Guillaume demain, vous devriez savoir que lui et Rachel ont consulté 3 avocats différents la semaine dernière pour chercher des moyens de contester le testament. Soyez prudente. Certaines choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. J'ai regardé le message, le pouls battant. Sarah me prévenait-elle par réelle inquiétude? Ou était-ce une nouvelle tactique de manipulation? Me monter contre Guillaume pour mieux positionner Jacques? J'ai répondu par un simple merci pour l'information et j'ai mis le téléphone de côté. Ma paix momentanée était brisée. Quelles que soient les intentions de Guillaume pour notre rencontre, je devrais rester vigilante. Les fils que je pensais connaître avaient disparu, remplacés par des étrangers au visage familier. La prise de conscience était une nouvelle blessure sur des cicatrices à peine guéries.
Mais en regardant ma peinture, imparfaite mais honnête, je me suis rappelé que les nouvelles compétences prennent du temps à se développer. Peut-être que la nouvelle force le ferait aussi. Le café que Guillaume avait suggéré était un établissement pittoresque à mi-chemin entre le lac et la ville, un territoire neutre offrant juste assez d'intimité pour une conversation difficile. Je suis arrivé avec 15 minutes d'avance, choisissant une table dans un coin qui offrait une vue sur l'entrée et le parking, une précaution peut-être inutile, mais les avertissements de Maître Bernard sur les gens désespérés avaient pris racine. J'ai commandé une théière d'Earl Grey et j'ai attendu, tournant distraitement le pendentif de l'arbre de vie entre mes doigts. Le nouveau collier était rapidement devenu un talisman, un rappel physique de ma résolution. 20 minutes passèrent. Guillaume était en retard. Ce n'était pas inhabituel pour lui, la ponctualité n'avait jamais été son point fort, mais assez pour me mettre mal à l'aise. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de messages. 30 minutes. J'envisageais de partir quand la porte du café s'ouvrit. Pas Guillaume, mais Jacques entra, suivi de près par Sarah. Derrière eux venaient Guillaume et Rachel. Tous les quatre balayèrent la pièce du regard, me repérèrent et se dirigèrent vers ma table. Une embuscade. J'ai alors rassemblé mon sac et je me suis levé, mais ils avaient déjà entouré la table, bloquant efficacement ma sortie. Jacques tira une chaise et s'assit sans y être invité. « Maman, dit-il, son ton conciliant mais ses yeux calculateurs. Nous devons parler en famille. » « Ce n'est pas ce que nous avions convenu, dis-je à Guillaume, ignorant complètement Jacques. Tu avais dit que ce serait juste nous. Guillaume eut au moins la décence de paraître mal à l'aise. J'ai pensé qu'il vaudrait mieux que nous soyons tous là, pour régler les choses ensemble. À front uni, tu veux dire? Répondis-je en restant debout. 4 contre 1. S'il te plaît, assieds-toi, maman, dit Rachel, sa voix d'universitaire soigneusement modulée pour paraître raisonnable. Les gens commencent à regarder. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Quelques clients nous observaient en effet avec curiosité. Les scènes publiques n'étaient pas mon style, mais être manipulé non plus. J. Pars, Anankaije. Guillaume, tu as menti pour me faire venir ici. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur tes intentions. Sarah se déplaça légèrement, bloquant mon chemin vers la porte. Hélène, ce comportement enfantin doit cesser. Nous sommes préoccupés par ta prise de décision, des changements financiers majeurs si peu de temps après un deuil, ce n'est pas sain. Ma santé mentale a été évaluée par des professionnels, 3 spécialistes indépendants, lui rappelai-je, tous m'ont trouvée parfaitement compétente. Et la vôtre? Jacques Asseclaircit La Gorge. Maman, personne ne remet en question ta compétence générale, mais le deuil affecte le jugement. Et tu as pris des décisions drastiques, vendre la maison familiale, couper toute communication, disparaître on ne sait où. Le chalet au bord du lac, intervint Guillaume, puis il détourna le regard quand Jacques le foudroya du regard. Vous m'avez trouvé, dis-je platement. Félicitations. Maintenant, s'il vous plaît, bougez pour que je puisse partir. Maman, SILT plate. La voix de Guillaume se brisa légèrement. Écoute juste 5 minutes. C'est tout ce que nous demandons. Quelque chose dans son ton de vulnérabilité, que je me souvenais de son enfance, me fit hésiter. Je restai debout mais hochai la tête une fois. Nous avons fait des erreurs, continua Guillaume. L'enterrement. Nous avons eu tort. Nous étions en deuil aussi, mais ce n'est pas une excuse. Nous aurions dû te laisser dire au revoir à papa correctement. Rachel lui toucha le bras en signe de soutien, un geste répété si j'en avais jamais vu un. Et la lecture du testament, enchaîna Jacques sans transition. Nous étions choqués, blessés. Papa nous avait toujours dit que la succession serait divisée équitablement. C'était avant qu'il ne réalise ce que vous étiez devenu, dis-je doucement. Sarah Asihurisa. Ce n'est guère juste. Votre mari a pris une décision irréfléchie basée sur des malentendus et peut-être son propre état mental pendant sa maladie. Mon mari était parfaitement lucide jusqu'à la fin, dis-je, la colère montant. Il a pris ses décisions en se basant sur votre comportement pendant des années, pas sur des instants. Il vous a entendu discuter de la rapidité avec laquelle il pourrait mourir et de ce que vous feriez de votre héritage avant même que son corps ne soit froid. Guillaume Pallet. Ce n'est pas. Nous n'avons jamais. Il vous a enregistré, coupé-je, dans le jardin, en train de spéculer s'il lui restait 6 mois au maximum ou si ça pourrait être plus rapide si sa santé suivait son cours naturel. Vos mots exacts, Guillaume. Le café était devenu inconfortablement silencieux. Notre conversation, bien que non bruyante, avait attiré l'attention. Un couple de personnes âgées à une table voisine échangea des regards de désapprobation. Jacques tenta de limiter les dégâts. Maman, quels que soient les enregistrements que tu penses exister, ils doivent être hors contexte. Nous aimions papa. Nous nous préparions à l'inévitable. C'est tout. En discutant de qui parmi vous aurait sa collection de montres, en planifiant comment me faire déménager de ma propre maison, je secouai la tête. J'en ai fini avec cette conversation. Je me suis déplacée pour partir, mais Sarah se mit plus fermement sur mon chemin.
Helene, sois raisonnable. Nous essayons de trouver un compromis. Un compromis? Répétez-je. Sur quoi exactement? Mon droit de prendre mes propres décisions? Mon droit d'être traité avec un respect de base? Sur l'héritage, dit Rachel sans détour. Nous ne demandons pas tout, juste notre juste part. Voilà. Le véritable but de cette réunion mise à nu. Pas la réconciliation, pas l'inquiétude pour mon bien-être, mais l'argent. Votre juste part, dis-je doucement, est exactement ce que votre père a déterminé qu'elle devait être. 500 € par mois pendant 2 ans, bien que je crois que cela soit conditionné au fait de me traiter avec respect, une condition que vous avez déjà violée. Lusting Freud Professional dar Rachel Asifashura. 500 € ne couvrent même pas le paiement mensuel de notre voiture. L'entreprise de Guillaume est en faillite. Nous avons une hypothèque. Elle s'arrêta brusquement, réalisant qu'elle en avait trop dit. Guillaume avait l'air mortifié. C'est donc ça, dis-je. Les pièces du puzzle s'assemblent. Tu as besoin d'argent pour renflouer ton entreprise en faillite. Et toi? Je me suis tourné vers Jacques. Quelle est ta crise financière? Des dettes de jeu? Une autre réhypothèque dont Sarah n'est pas au courant? Le visage de Jacques devint rouge foncé. Sarah le regarda vivement. Quelle réhypothèque? Le piège que j'avais involontairement tendu s'était parfaitement refermé. Le front uni se fractura alors que Sarah se retourna contre Jacques, exigeant des réponses sur les secrets financiers qu'il lui avait apparemment cachés. J'ai profité de la distraction pour contourner Sarah, mais Guillaume m'a attrapé le bras. Maman SILT plate. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Tu nous manques. Les enfants regrettent leur grand-mère. La mention de mes petits-enfants, Emma, 3 ans, et Michel, 6 ans, toucha un point sensible. Je ne les avais pas vus depuis avant l'enterrement de Robert. Les mêmes petits-enfants que vous utilisez comme monnaie d'échange? Demandai-je en libérant mon bras. Ce que je suis soudainement autorisé à voir maintenant que vous avez besoin de quelque chose de moi. Guillaume tressaillit comme s'il avait été frappé. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste, acquiesçai-je. Il n'était pas juste que vous m'excluiez de l'enterrement de votre père. Il n'était pas juste que vous planifiez de me pousser hors de ma maison. Et il n'est pas juste d'utiliser vos enfants comme levier émotionnel. Je me suis dirigé vers la porte, mes jambes stables malgré le tumulte intérieur. Jacques m'a appelé, sa voix s'élevant au-dessus du murmure du café. Ce n'est pas fini, maman. Nous allons contester ce testament. Nous prouverons que papa ne pensait pas clairement. Je ne me suis pas retournée. Sur le parking, je suis restée assise dans ma voiture pendant plusieurs minutes, les mains tremblant sur le volant. Il m'avait trouvée. Ma retraite paisible au bord du lac était maintenant compromise. En partant, j'ai remarqué une voiture qui sortait derrière moi, la berline noire et élégante de Jacques. Il me suivait. La prise de conscience me glaça le sang. J'ai pris un virage inattendu, puis un autre. La berline noire est restée derrière moi, maintenant une distance constante. Ce n'était pas seulement une tentative de découvrir où je vivais. C'était de l'intimidation. J'ai conduit jusqu'au centre-ville et je me suis garé devant le commissariat de police. La voiture de Jacques a ralenti, puis a continué sa route. Message reçu, apparemment. À l'intérieur, j'ai expliqué la situation à une agente sympathique qui a pris les détails et a suggéré que j'envisage une ordonnance de non-contact si le harcèlement continuait. Documentez tout, a-t-elle conseillé, date, heure, ce qui a été dit ou fait. Prenez des photos si possible, et n'hésitez pas à nous appeler si vous vous sentez menacé. La rencontre m'a laissé secouer mais résolu. J'avais besoin d'un nouveau plan. Le chalet au bord du lac n'était plus le sanctuaire que j'avais espéré. Plutôt que de rentrer chez moi immédiatement, j'ai décidé de visiter un centre commercial haut de gamme près du lac, un endroit pour rassembler mes pensées et élaborer ma prochaine stratégie. Le centre était élégant sans être ostentatoire, avec des boutiques et des magasins spécialisés plutôt que des détaillants grand public. J'ai erré sans but, mon esprit tourbillonnant de possibilités. Devrais-je vendre le chalet et déménager encore plus loin? Engager une sécurité privée, poursuivre une action en justice contre mes propres enfants? Aucune des options ne m'apportait la paix. La vitrine d'une bijouterie a attiré mon attention, non pas à cause des étalages scintillants, mais parce que le reflet montrait Rachel entrant dans le centre commercial derrière moi. Il me suivait toujours, même après mon arrêt au commissariat. Au lieu de continuer à fuir, j'ai pris une décision impulsive. Je suis entré dans la bijouterie, un établissement haut de gamme avec des vitrines de bon goût et un personnel attentif. Puis-je vous aider à trouver quelque chose de spécial aujourd'hui? Demanda une vendeuse, son sourire professionnel chaleureux sans être envahissant. Je ne fais que regarder, répondis-je en me dirigeant vers un présentoir de bracelets. De cette position, je pouvais observer l'entrée tout en ayant l'air de faire des achats. La vendeuse, dont le badge indiquait qu'elle s'appelait Mélissa, me montra plusieurs pièces. Je me suis surprise à admirer sincèrement un bracelet en platine avec de petits saphirs qui me rappelait le collier que Robert avait conservé pour moi. C'est une fabrication exquise, nota Mélissa.
Les pierres sont d'excellente qualité. Pendant qu'elle expliquait la pièce, j'ai vu Rachel entrer dans le magasin, parlant vivement au téléphone. Elle ne m'avait pas encore remarqué, partiellement cachée par un grand présentoir. Vieille femme égoïste avec des millions pendant que nous arrivons à peine à payer l'hypothèque, disait Rachel, sa voix portant clairement dans le magasin silencieux. Tu te rends compte de la mesquinerie, 500 € comme si nous étions des mendiants? Elle faisait les 100 pas près de l'entrée, trop absorbée par sa conversation pour scanner correctement le magasin. J'ai pris une décision rapide. Je prends le bracelet, dis-je doucement à Mélissa. Et ces boucles d'oreilles en saphir que vous m'avez montrées plus tôt. Le prix total était substantiel, équivalent à ce que mes fils auraient autrefois considéré comme un cadeau généreux de leur père. J'ai tendu ma carte de crédit sans hésitation. Le bruit de la transaction a finalement attiré l'attention de Rachel. Sa tête s'est redressée, ses yeux s'écarquillant quand elle m'a vu debout au comptoir. Elle a brusquement mis fin à son appel. « Hélène, dit-elle, se reprenant rapidement et s'approchant avec une fausse chaleur. Quelle surprise de te trouver ici. C'est Hélène, ai-je corrigé. Bien que je ne sois pas surprise que tu oublies le nom de ta belle-mère. Ça ne fait que 40 ans. Le sourire de Rachel se crispa. Bien sûr, Hélène. J'ai fait un lapsus. Mélissa a discrètement finalisé mon achat, plaçant les bijoux dans d'élégantes boîtes puis dans un sac de magasin frappé du logo haut de gamme. Il semble que tu t'adaptes bien à ta nouvelle situation, observa Rachel en lorgnant le sac de course. Très bien, ai-je confirmé. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. J'ai une belle maison, je rencontre de nouvelles personnes, je profite de choses que je n'aurais jamais cru pouvoir me permettre. Chaque mot était un rappel de ce qu'elle et Guillaume avaient perdu à cause de leur cupidité et de leur cruauté. L'expression de Rachel Assi-Dorset. Puis elle tenta une approche différente. Tu sais, Hélène, nous avons beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé. Peut-être que nous avons tous surréagi à cause du deuil. Tu sais comment ça nous fait dire des choses que nous ne pensons pas vraiment. Le deuil, ai-je répété. C'est comme ça que tu appelles le fait de m'empêcher de dire au revoir à l'homme que j'ai aimé pendant 45 ans? C'est le deuil qui t'a fait suggérer que je déménage dans une maison de retraite à 67 ans pour ne pas être sur votre chemin? Ma voix s'était légèrement élevée, attirant l'attention d'autres clients dans le magasin. Mélissa s'approcha discrètement, demandant si tout allait bien. Parfaitement, l'assurai-je. Juste une conversation de famille. Rachel semblait de plus en plus mal à l'aise avec le cadre public. Peut-être pourrions-nous parler dans un endroit plus privé, suggéra-t-elle en jetant un regard nerveux aux autres clients. Il y a un café à proximité où nous pourrions nous asseoir et parler comme des gens civilisés. L'ironie de son désir soudain de civilité ne m'a pas échappé. Je n'ai rien à discuter avec vous en privé, ai-je déclaré fermement. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire ici même. Mon refus la déstabilisa visiblement. Rachel était habituée à contrôler les conversations, à manipuler les situations à son avantage. Mais maintenant, c'est moi qui avais le pouvoir. Très bien, dit-elle en prenant une profonde inspiration. Je voulais m'excuser. Nous voulons tous nous excuser. Nous savons que nous avons été trop durs, et nous voulons nous racheter d'une manière ou d'une autre. Ces excuses arrivaient des mois trop tard, mais j'ai décidé d'entendre ce qu'elle avait à offrir. Vous racheter? Ai-je demandé avec une curiosité sincère. Comment comptez-vous compenser des années de mépris et d'humiliation? Comment allez-vous vous racheter pour m'avoir traité comme si j'étais invisible dans ma propre famille? Rachel dégluttait difficilement. Elle ne s'attendait clairement pas à une telle franchise. Nous pourrions commencer par t'inclure davantage dans les décisions familiales, proposa-t-elle. Des dîners hebdomadaires, célébrer les anniversaires ensemble, être une vraie famille à nouveau. C'était presque comique de voir comment elle pensait que je voudrais rejoindre sa version toxique de la famille après tout ce qui s'était passé. Une vraie famille, ai-je répété avec un rire amer. Rachel, une vraie famille n'exclut pas la matriarche des funérailles du patriarche. Une vraie famille ne traite pas ses aînés comme des fardeaux indésirables. Une vraie famille n'attend pas avec impatience la mort de ses parents pour hériter de leur argent. Chaque mot semblait atterrir comme un coup physique. Son masque de fausse douceur se brisa enfin. Très bien, dit-elle, tendue. Peut-être que nous n'étions pas parfaits, mais tu n'étais pas non plus la belle-mère parfaite. Tu as toujours été trop contrôlante, trop critique. Tu ne m'as jamais approuvé. C'était typique de sa part de retourner la situation et de se poser en victime. Contrôlante? Ai-je demandé. Pour avoir eu 2 emplois quand Robert a perdu son poste? Pour avoir sacrifié mes propres rêves pour que mes fils puissent aller à l'université? Pour les avoir soutenus à travers chaque crise? Pour avoir toujours été là chaque fois qu'ils avaient besoin de moi? Rachel resta momentanément sans voix, mais retrouva rapidement sa posture défensive. C'était il y a des années, rejeta-t-elle. Les choses changeant. Les familles évoluent. Tu ne peux pas t'accrocher au passé pour toujours. C'était incroyable de voir comment elle minimisait des décennies de sacrifices comme s'il s'agissait de simples anecdotes d'une autre époque. Tu as raison, dis-je avec un calme qui la déconcerta clairement. Les familles évoluent, et j'ai évolué aussi.
J'ai évolué en une femme qui n'accepte plus d'être traitée comme une ordure par des gens qui ne me valorisent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Mes mots résonnèrent dans le silence de la bijouterie. À ce moment, comme si le destin avait orchestré la rencontre parfaite, Guillaume apparut, se précipitant vers nous. Rachel l'avait évidemment alerté quand elle m'avait repéré. Il arriva agité, légèrement essoufflé, avec le regard désespéré que j'avais appris à reconnaître au cours des dernières semaines. Maman, Halida til. Dieu merci, nous t'avons trouvé. Nous t'avons cherché partout. Son entrée dramatique attira encore plus l'attention des autres clients. Une dame âgée avec une canne s'arrêta pour observer la scène qui se déroulait avec un intérêt non dissimulé. Vous me cherchiez? Demandai-je en feignant la surprise. Pourquoi suis-je soudainement assez importante pour que vous me cherchiez maintenant? Guillaume échangea un regard nerveux avec Rachel. Il était évident qu'ils avaient planifié cette confrontation, mais ils ne s'attendaient pas à ce que je sois si directe. Maman, silt plate. Plida Guillaume. Nous devons parler. Jacques attend au café à l'étage. Nous pouvons régler tout ça en famille. Jacques est ici aussi, demandai-je. Qu'est-ce que c'est, une embuscade familiale? Mon ton était léger, presque amusé. Mais à l'intérieur, je ressentais un mélange de tristesse et de colère. Même maintenant, après tout ce qui s'était passé, ils essayaient encore de me manipuler. Ce n'est pas une embuscade, mentit Rachel. Nous voulons juste clarifier les choses. Nous voulons que tu saches que nous regrettons profondément ce qui s'est passé. Nous souffrions, nous étions confus par la perte. Nous ne pensions pas clairement. Leurs excuses sonnaient comme une répétition, comme s'ils avaient pratiqué ce discours plusieurs fois. Vous savez quoi, dis-je en prenant mon sac de course? Vous avez raison. Parlons, mais pas en privé. Parlons ici même, où tout le monde peut nous entendre. Rachel pâlit à cette suggestion. Allons au café, insista-t-elle. Ce sera plus confortable. Non, répondis-je fermement. Si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez le dire ici. Après tout, vous n'avez eu aucun problème à m'humilier publiquement à l'enterrement. Pourquoi voulez-vous de l'intimité maintenant? Guillaume regarda autour de lui désespérément, remarquant que plusieurs personnes écoutaient ouvertement notre conversation. Très bien, soupira-t-il, vaincu. Maman, nous avons discuté entre nous, et nous avons réalisé que nous avons fait de terribles erreurs. Nous avons laissé les émotions négatives prendre le dessus, et nous t'avons profondément blessé. Sa confession semblait sincère, mais je connaissais trop bien mes fils à ce stade. Quelles émotions négatives exactement? Demandai-je. La cupidité, l'impatience de voir votre père mourir, le mépris pour moi parce que je suis une femme plus âgée. Chaque question touchait directement au cœur de leur véritable motivation. Rachel essaya d'interrompre, mais je la fis taire d'un regard. Non, laisse-le parler. Je veux entendre exactement quelles étaient ces émotions négatives qui vous ont conduit à me traiter comme vous l'avez fait. Guillaume se tortilla, regrettant clairement d'avoir utilisé cette expression. Peut-être que nous avions peur, admit-il finalement. Peur que les choses changent, peur de perdre la stabilité que nous avions toujours connue. C'était l'explication la plus honnête que j'avais entendue de sa part depuis des années, mais elle était encore pleine d'apitoiement sur soi. Peur de perdre la stabilité, répétai-je. Guillaume, vous êtes des hommes adultes avec vos propres emplois et familles. Quelle stabilité dépendait de la mort de votre père? Ma question le laissa sans voix. Il ne pouvait pas admettre que sa stabilité financière dépendait d'un héritage sans avouer sa cupidité. La tension dans la bijouterie était palpable. D'autres clients faisaient semblant d'examiner les bijoux tout en écoutant clairement chaque mot de notre conversation. Mélissa s'occupait en réarrangeant les présentoirs, mais il était évident qu'elle était aussi à l'écoute du drame qui se déroulait dans son magasin. Écoutez, dit finalement Rachel. Peut-être pourrions-nous trouver une sorte d'accord. Nous ne demandons pas tout l'argent, juste une part équitable, quelque chose qui reconnaît que nous sommes aussi de la famille, que nous avons aussi des droits. Sa proposition était transparente dans son désespoir. Une part équitable? Demandai-je. Votre père a déjà décidé quelle était votre part équitable. 500 € par mois pendant 2 ans. C'était sa décision consciente et éclairée. Guillaume grimaça en entendant le chiffre mentionné en public. Mais ce n'est pas assez pour vivre, protesta-t-il. Nous avons des dépenses, des responsabilités, des familles à soutenir. Sa plainte révéla exactement ce que j'avais soupçonné. Ils comptaient sur l'héritage pour résoudre leurs problèmes financiers. Alors travaillez plus dur, répondis-je simplement. Faites ce que le reste du monde fait, travaillez pour gagner votre vie au lieu d'attendre que vos parents meurent pour résoudre vos problèmes financiers. La dure réalité de mes paroles les frappa comme un coup physique. À ce moment, Jacques arriva avec Sarah, clairement convoqué par Rachel ou Guillaume quand ils réalisèrent que la conversation ne se déroulait pas comme prévu. Jacques et Sarah arboraient des expressions calculées d'inquiétude, comme des acteurs dans une pièce mal répétée où tout le monde avait oublié son texte. « Maman, » dit Jacques d'une voix tremblante. « Ils nous ont dit que tu étais là. Nous nous sommes fait tellement de soucis pour toi.
Sarah hocha la tête vigoureusement, feignant une inquiétude qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. C'était presque insultant le peu d'effort qu'il mettait à paraître sincère. Inquiets? Demandai-je. Pourquoi? Parce que je vis enfin ma vie comme je le veux. Parce que pour la première fois depuis des décennies, je ne suis pas disponible pour résoudre vos problèmes. Mon ton restait calme, mais mes mots touchaient au cœur de notre dynamique dysfonctionnelle. Ce n'est pas ça, mentit Sarah. C'est juste qu'une femme de votre âge, vivant seule, gérant autant d'argent, il y a des escrocs qui s'en prennent aux personnes âgées. Sa fausse inquiétude pour mon bien-être était manifestement égoïste. Comme vous vous êtes servi de moi pendant des années, demandai-je directement. Comme vous demandiez des prêts que vous n'avez jamais remboursés? Comme vous vous attendiez à ce que je maintienne votre style de vie pendant que vous économisiez pour des luxes? Sarah rougit, sachant que chaque accusation était vraie. Jacques tenta de prendre le contrôle de la situation. Maman, peut-être pourrions-nous aller dans un endroit plus privé, suggéra-t-il. Ce n'est pas approprié pour un lieu public. Mais je n'en avais plus rien à faire des convenances. Pendant des années, ils m'avaient humilié en privé. Il était temps pour eux de faire l'expérience de la responsabilité publique. Pas approprié, fis-je écho. Comme il n'était pas approprié pour vous de me chasser de l'enterrement de mon mari? Comme il n'était pas approprié de me dire que je n'avais pas le droit d'être à la lecture du testament? Chaque mot résonna dans le silence de la bijouterie, où d'autres clients écoutaient maintenant ouvertement le drame qui se déroulait. Jacques regarda nerveusement autour de lui, remarquant les visages qui observaient. Les gens écoutent, maman, murmura-t-il. Veux-tu vraiment que des étrangers connaissent nos problèmes de famille? Des étrangers? Demandai-je à haute voix, m'adressant directement aux autres clients. Vous savez quoi? Ce sont mes fils. Je les ai élevés avec amour. Je leur ai donné tout ce que j'avais. J'ai sacrifié mes propres rêves pour eux. Et quand leur père est mort, ils m'ont chassé de ses funérailles parce qu'ils voulaient hériter plus vite. Les expressions de choc sur les visages des spectateurs furent immédiates. Maman, arrête. Cria Jacques. Mais il était trop tard. Les autres clients commencèrent à murmurer entre eux, clairement consternés par ce qu'ils venaient d'entendre. Une dame âgée s'approcha de moi et posa une main réconfortante sur mon épaule. Ma chère, dit-elle doucement, je suis tellement désolée pour ce que vous traversez. Mais je suis heureuse de voir que vous vous défendez. Son soutien renforça ma résolution. Pour la première fois depuis des années, des étrangers me montraient plus de compassion que ma propre famille. Sarah tenta de limiter les dégâts. Il y a des malentendus, dit-elle en s'adressant aux spectateurs. Les émotions sont vives après une perte familiale. Il n'y a pas de malentendu, déclarai-je clairement. Ce sont les faits. Mes fils m'ont empêché de dire au revoir à mon mari à ses funérailles. Ils m'ont exclu de la lecture du testament. Et maintenant qu'ils ont découvert que j'ai tout hérité, ils veulent soudainement redevenir une famille aimante. L'honnêteté brutale de ma déclaration laissa tout le monde silencieux. Un jeune couple qui examinait des bagues de fiançailles s'approcha de nous. « Excusez-moi, dit l'homme, mais ce que vous décrivez est terrible. Vos propres fils vous ont-ils vraiment traité de cette façon? » Sa question directe mit mes fils dans une position impossible. « C'est plus compliqué que ça, » balbutia Jacques. Il y a eu des tensions familiales, des malentendus. Ces excuses semblaient pathétiques comparées à mon témoignage direct. Guillaume essaya de me prendre le bras pour m'éloigner du public grandissant. « Ne me touche pas, dis-je fermement en reculant. Pendant des années, tu m'as touché quand ça t'arrangeait. Tu m'as serré dans tes bras quand tu avais besoin de quelque chose. Tu m'as embrassé quand tu voulais de l'argent. Mais quand j'avais vraiment besoin de vous, au moment le plus douloureux de ma vie, vous m'avez tourné le dos. » Ma voix se brisa légèrement, mais je gardai mon sang-froid. Sarah fit une dernière tentative désespérée. « Hélène, nous faisons tous des erreurs, mais la famille, c'est pour toujours. Nous pouvons pardonner et aller de l'avant. La famille, c'est pour toujours, demandai-je. Où était cette philosophie quand tu m'as dit que je n'avais pas le droit de dire au revoir à mon mari? Où était cette loyauté familiale quand vous m'avez traitée comme une étrangère à l'enterrement? Sarah n'avait pas de réponse. Mélissa, la vendeuse de la bijouterie, s'approcha discrètement. Madame, dit-elle à voix basse, si vous avez besoin d'appeler la sécurité ou si vous vous sentez mal à l'aise, je peux vous aider. Son offre me toucha profondément. Une étrangère m'offrait plus de protection que mes propres enfants. Merci, répondis-je. Mais je peux gérer ça. Je me suis tournée vers mes fils une dernière fois. Vous avez 5 minutes pour me dire exactement ce que vous voulez. Après ça, je pars. Et je ne veux plus vous revoir, sauf si c'est absolument nécessaire. Mon ultimatum les surprit. Guillaume prit une profonde inspiration. Nous voulons une seconde chance, dit-il finalement. Nous voulons prouver que nous pouvons être de meilleurs fils, que nous pouvons te traiter avec le respect que tu mérites. C'était la première fois qu'il admettait qu'il ne m'avait pas respecté. Une seconde chance pourquoi? Demandai-je, pour que vous puissiez faire semblant de bien me traiter seulement parce que je suis riche maintenant. Ma question alla droit au cœur de leur véritable motivation.
Ce n'est pas pour l'argent, mentit Jacques, mais son mensonge était si évident que même les étrangers présents échangèrent des regards sceptiques. C'est parce que nous avons réalisé que nous avons besoin de toi. Que la famille est la chose la plus importante. Vous avez besoin de moi, répétai-je avec un rire amer. Vous avez besoin de moi maintenant. Où était ce besoin quand votre père mourait et que j'avais besoin de soutien émotionnel? Où était-il quand j'étais seule dans cette immense maison, pleurant chaque nuit sans qu'aucun de vous ne prenne la peine d'appeler? Le public qui s'était formé autour de nous murmura d'indignation. La dame âgée qui m'avait réconforté plutôt prit de nouveau la parole. Vous devriez avoir honte, dit-elle à haute voix à mes fils. Traiter sa propre mère comme ça est impardonnable. D'autres voix se joignirent, créant un chœur de désapprobation qui fit visiblement grimacer mes fils. Guillaume tenta une dernière stratégie désespérée. Il sortit son téléphone et commença à me montrer des photos. Regarde, maman, dit-il d'une voix brisée. Ce sont tes petits-enfants. Tu leur manques. Ils demandent constamment après leur grand-mère. Les photos montraient Emma et Michel à des activités scolaires, des fêtes d'anniversaire, des moments familiaux où j'étais visiblement absente. Mes petits-enfants, demandai-je en prenant le téléphone pour mieux voir les photos. Les mêmes petits-enfants que vous n'avez pas amenés me voir après l'enterrement, ceux qui ne m'ont pas vu depuis des mois parce que leurs parents ont décidé que je ne valais pas la peine d'être incluse. J'ai rendu le téléphone sans montrer d'émotion. Rachel se mit à pleurer, mais ses larmes semblaient plus de frustration que de remords sincères. Nous ne savions pas comment t'inclure, sanglota-t-elle. Après que Robert soit tombé malade, tout est devenu si compliqué. Nous ne voulions pas t'accabler de nos problèmes. Ces excuses étaient manifestement fausses, et toutes les personnes présentes pouvaient le voir. Vous ne vouliez pas m'accabler, demandai-je incrédule. Mais vous vouliez bien m'accabler en demandant constamment des prêts? Vous vouliez bien m'accabler quand vous aviez besoin d'une garde d'enfants gratuite? Vous vouliez bien m'accabler quand vous aviez besoin que je cuisine pour vos dîners sans compensation? Chaque exemple que je donnais résonnait d'une vérité douloureuse. Jacques regarda autour du magasin, remarquant comment les autres clients les regardaient avec un mépris non dissimulé. « S'il te plaît, maman, murmura-t-il. Les gens enregistrent avec leur téléphone. Ça pourrait finir sur les réseaux sociaux. » Son souci de l'image publique révéla ses véritables priorités. « Et ça t'inquiète » demandai-je. « Tu t'inquiètes que les gens découvrent comment tu traites ta mère? Peut-être que tu aurais dû t'en inquiéter avant de m'humilier publiquement à l'enterrement. » Ma réponse suscita des murmures d'approbation de la part des spectateurs. Une jeune femme qui avait enregistré s'approcha de nous. « Madame, dit-elle, votre histoire est inspirante. Voir une femme se défendre après tant de mauvais traitements est puissant. Cela vous dérangerait-il si je partageais cela sur mes réseaux sociaux? Je pense que beaucoup de gens ont besoin d'entendre votre message. » Sa demande me surprit. Je regardai mes fils, qui pâlirent à l'idée que leur comportement soit diffusé au monde entier. « Allez-y, dis-je à la jeune femme. Que le monde sache comment ces hommes ont traité la femme qui leur a donné la vie. » Sarah faillit s'évanouir en entendant ma permission. « Tu ne peux pas faire ça, » cria Guillaume. « Ça va ruiner nos réputations, nos emplois, nos relations sociales. » Leur panique était presque satisfaisante à voir. Ils comprenaient enfin les conséquences de leurs actes. « Comme vous avez ruiné ma dignité ?» demandai-je calmement. « Comme vous avez ruiné les derniers moments que j'aurais pu avoir avec mon mari, comme vous avez ruiné mon droit de faire mon deuil en paix. » Chaque question était un coup direct à leur conscience, s'ils en avaient une. Jacques fit une dernière tentative désespérée. Il s'agenouilla sur le sol en marbre de la bijouterie devant tous les spectateurs. « Maman, s'il te plaît, plaida-t-il les larmes aux yeux. Pardonne-nous. Nous ferons tout ce qu'il faut pour nous racheter. Nous travaillerons le reste de notre vie pour mériter ton pardon. » Sa démonstration dramatique attira encore plus l'attention. Mais j'avais pris ma décision bien avant cette rencontre. « Jacques, dis-je d'une voix ferme mais non cruelle. Lève-toi. La dignité ne se récupère pas en s'agenouillant quand il est déjà trop tard. Elle se construit en traitant bien les gens quand ça compte encore. » Il se releva lentement, vaincu. Je m'adressai à eux quatre une dernière fois. « Écoutez attentivement, dis-je. Votre père a pris la bonne décision dans son testament. Il a vu ce que j'ai refusé de voir pendant des années, que vous ne m'aimiez pas. Vous n'aimiez que ce que je pouvais vous donner. Maintenant que nous connaissons tous la vérité, nous pouvons arrêter de faire semblant. » Le silence qui suivit fut absolu. J'ai pris mon sac de course et je me suis dirigé vers la sortie de la bijouterie. Les spectateurs s'écartèrent respectueusement, certains hochant la tête en signe de soutien. À la porte, je me suis arrêté et je me suis retourné une dernière fois. « Vous pouvez garder ces 500 € par mois, » dis-je. « Vous en aurez plus besoin que moi. » Et sur ces mots, j'ai clos ce chapitre de ma vie pour toujours. La vidéo de notre confrontation s'est propagée plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. La jeune femme avait près de 3 millions d'abonnés sur ses comptes de réseaux sociaux, et mon histoire a profondément résonné auprès de son public. En quelques jours, elle avait été vue des millions de fois, partagée sur plusieurs plateformes et reprise par plusieurs médias s'intéressant à la maltraitance des personnes âgées et aux dynamiques familiales.
J'ai reçu des centaines de messages de femmes dans des situations similaires, me remerciant de m'être défendues et de les avoir inspirées à faire de même. L'impact sur la vie de mes fils fut significatif. Le cabinet d'avocats de Jacques, qui se targuait de ses valeurs familiales et de sa pratique éthique, le mit en congé administratif en attendant un examen interne. Une enquête plus approfondie révéla qu'il avait utilisé les ressources de l'entreprise à des fins personnelles et avait menti sur les heures facturables, des problèmes qui auraient pu rester non découverts sans la lumière des projecteurs. L'entreprise de Guillaume, déjà en difficulté, fit face à des annulations de clients qui avaient vu la vidéo. Plusieurs citèrent des préoccupations éthiques quant au fait de travailler avec quelqu'un qui traiterait sa mère si mal. Sarah et Rachel subirent également des conséquences sociales. L'image soigneusement cultivée de Sarah dans ses cercles sociaux s'effondra alors que ses amis et connaissances prirent leur distance. Le département universitaire de Rachel reçut des plaintes d'étudiants et de parents remettant en question son caractère et son aptitude en tant qu'éducatrice. Je ne tirais aucun plaisir de leur souffrance. C'étaient toujours mes fils, ma famille. Mais il y avait une certaine justice à ce qu'ils subissent les conséquences de leurs actes après des années à infliger de la douleur sans en être tenus responsables. Le chalet au bord du lac n'était plus une option viable pour moi. Trop de gens connaissaient maintenant son existence, et j'aspirais à une paix véritable. Avec l'aide de Maître Bernard, j'ai trouvé un magnifique appartement en copropriété face à l'océan dans un immeuble sécurisé à 3 heures de la ville. La propriété disposait d'une sécurité 24 heures sur 24 et exigeait l'approbation des visiteurs avant de laisser quiconque passer le hall d'entrée. J'ai déménagé discrètement, ne parlant de ma destination qu'à Éléonore. Elle promit de garder mon nouvel emplacement confidentiel et accepta de me faire suivre tout courrier urgent. « Tu fais ce qu'il faut ?» m'assura-t-elle lors de notre dîner d'adieu sur sa terrasse. Parfois, la chose la plus saine que nous puissions faire est de créer une distance avec les relations toxiques, même lorsqu'il s'agit de la famille. Ma nouvelle maison offrait des vues panoramiques sur l'océan avec des fenêtres du sol au plafond qui remplissaient l'espace de lumière naturelle. J'ai disposé mes affaires avec soin, créant un sanctuaire qui reflétait qui j'étais maintenant plutôt que qui j'avais été en tant que partie d'un couple ou en tant que mère. Le fauteuil de lecture de Robert trouva sa place près des fenêtres. Sa photo était sur ma table de chevet, mais le reste de l'espace était distinctement le mien. Des couleurs vives qu'il aurait considérées trop audacieuses, des œuvres d'art qui parlaient à mon esthétique naissante plutôt qu'à nos goûts communs. J'ai adopté un chat tigré roux d'un refuge local et je l'ai nommé Bernard, en l'honneur de l'avocat qui était devenu un allié si important. Bernard le chat s'est rapidement imposé comme le véritable propriétaire de l'appartement, réclamant les endroits les plus ensoleillés et exigeant de l'attention selon son propre horaire. 2 semaines après mon déménagement, j'ai reçu un colis transféré par Éléonore. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de Guillaume. La première communication qui n'était ni exigeante ni manipulatrice. « Maman, commençait-elle. Je n'attends ni pardon ni même une réponse. J'ai juste besoin que tu saches que je comprends maintenant ce que papa a vu, ce que tu as vécu. La vidéo m'a forcé à me voir à travers les yeux d'étrangers. Et je n'ai pas reconnu l'homme que je suis devenu. Rachel et moi nous séparons. Elle me blâme pour tout ce qui s'est passé. Mais la vérité est que nous avons tous les deux perdu notre chemin. Je commence une thérapie la semaine prochaine, non pas pour te reconquérir ou pour avoir accès à l'héritage, mais parce que je veux être quelqu'un que mes enfants pourront respecter, comme je respectais papa autrefois. J'espère qu'un jour tu pourras de nouveau faire partie de leur vie, mais je comprends si ce n'est pas possible. J'ai lu la lettre plusieurs fois, incertaine de ce que je devais ressentir. Était-ce un remords sincère ou une autre manipulation? Seul le temps le dirait. J'ai décidé de ne pas répondre immédiatement, pour donner à Guillaume et à moi-même de l'espace pour digérer nos nouvelles réalités. Jacques n'a pas écrit. Selon Maître Bernard, qui gérait toujours les communications en mon nom, Jacques avait perdu son poste au cabinet d'avocat et risquait d'être radié du barreau pour des violations éthiques sans rapport avec notre situation familiale. Sarah avait demandé la séparation, ne voulant pas supporter la chute sociale et financière avec lui. Je me suis inscrite à un cours de peinture au centre communautaire local où personne ne connaissait mon histoire ni ne me reconnaissait de la vidéo virale. 2 fois par semaine, je m'asseyais à un chevalet parmi d'autres retraités, apprenant des techniques et redécouvrant la joie de créer. Mes peintures étaient amateurs mais s'amélioraient régulièrement, et le processus lui-même m'apportait une paix inattendue. Pour mon 68e anniversaire, j'ai reçu un autre colis. Celui-ci contenait des cartes enfantines faites à la main par Emma et Michel, les enfants de Guillaume. Leurs messages innocents et leurs dessins colorés me firent monter les larmes aux yeux. La première communication que j'avais eue avec mes petits-enfants en près d'1 an. Il y avait aussi une brève note de Guillaume. Ils les ont faites eux-mêmes et m'ont demandé de m'assurer que tu les reçoives. Aucune pression pour une réponse. Je ne voulais juste pas leur refuser la chance de contacter leur grand-mère. J'ai renvoyé 2 livres soigneusement sélectionnés, des histoires adaptées à leur âge sur l'amour et la famille, avec une simple note. Merci pour les belles cartes. Mamie vous aime tous les 2 très fort. C'était un petit pas, mais peut-être le début d'une relation plus saine avec au moins cette branche de ma famille.
3 mois après m'être installée dans mon appartement face à l'océan, j'ai reçu un appel inattendu d'Hélène Moreau, la jeune femme qui avait enregistré et partagé la confrontation dans la bijouterie. Madame Leclerc, j'espère que cela ne vous dérange pas que je vous contacte. Votre histoire a eu un tel impact, et j'ai reçu des milliers de messages de femmes plus âgées dans des situations similaires. Beaucoup demandent des conseils ou des ressources. Je me demandais si vous seriez disposée à parler avec certaines d'entre elles. La demande me fit réfléchir. Je n'avais jamais cherché l'attention du public ni ne me considérais comme une militante, mais la pensée d'autres femmes souffrant comme je l'avais fait, peut-être sans la prévoyance d'un Robert pour les protéger, me troublait profondément. Je ne suis pas sûre de ce que je pourrais offrir, dis-je avec prudence. Juste votre expérience, répondit Hélène. Votre force. Beaucoup de ces femmes se sentent impuissantes, piégées dans des familles qui les dévalorisent. Vous voir vous défendre leur a donné de l'espoir. Après mûre réflexion, j'ai accepté de participer à une discussion en ligne modérée avec un petit groupe de femmes confrontées à des défis similaires. La session fut émouvante mais responsabilisante, alors que nous partagions des histoires de rejet, d'abus financiers et de la douleur complexe d'être dévalorisée par ses propres enfants. Je n'arrêtais pas de penser que c'était de ma faute, d'une manière ou d'une autre, confessa Marthe, une veuve de 72 ans de l'Arizona. Que si j'avais été une meilleure mère, il ne me traiterait pas comme ça maintenant. Ce n'est pas de votre faute, dis-je fermement, me surprenant par ma conviction. Nous avons élevé nos enfants avec amour, leur avons enseigné des valeurs, nous sommes sacrifiés pour leur avenir. Leurs choix en tant qu'adultes les concernent, pas nous. Cette simple vérité, que je n'étais pas responsable des manquements moraux de mes fils, m'avait pris des mois à accepter pleinement. Le dire à voix haute à Marthe me sembla le cimenter dans mon propre cœur. Suite à cette session, j'ai commencé à rechercher des ressources pour les femmes âgées confrontées à l'éloignement familial ou à l'abus financier. J'ai été choquée par le peu de soutiens spécifiques existants, par le peu de protection juridique facilement disponible pour empêcher ce qui m'était presque arrivé. Avec les conseils de Maître Bernard, j'ai créé la Fondation Robert Leclerc pour la dignité des aînés. En utilisant une partie de mon héritage, nous avons créé un fonds pour fournir une assistance juridique, un logement temporaire et des services de soutien émotionnel aux femmes âgées victimes d'abus ou de manipulation familiale. Robert serait fier, m'a dit Maître Bernard lorsque nous avons signé les documents de la Fondation. Il vous a protégé et maintenant vous étendez cette protection à d'autres. J'ai engagé une petite équipe, comprenant une assistante sociale spécialisée dans les questions relatives aux aînés et une parajuriste expérimentée en droit de la famille. Nous nous sommes associés à des organisations de seniors existantes pour identifier les femmes dans le besoin et les mettre en contact avec les ressources appropriées. Le travail a donné à mes journées un nouveau but et une nouvelle structure. 3 fois par semaine, je me rendais dans les modestes bureaux de la Fondation pour examiner des cas et approuver des forfaits d'aide. Je parlais dans des centres pour personnes âgées sur la reconnaissance des signes avant-coureurs de l'exploitation financière. J'ai rencontré des législateurs pour plaider en faveur de protections plus fortes. Ma peinture a continué également, évoluant d'un passe-temps à une passion. Mon professeur m'a encouragé à participer à une exposition d'art communautaire où j'ai exposé 3 paysages marins et un portrait de Bernard le chat. À ma grande surprise, 2 pièces se sont vendues. De petites validations de ce nouveau côté créatif de moi-même. 6 mois après la création de la Fondation, nous avons connu notre premier grand succès. Marguerite, une femme de 74 ans dont le fils l'avait poussée à lui céder sa maison, a réussi à annuler la transaction avec l'aide de notre équipe juridique. Elle a emménagé dans un nouvel appartement, libre du contrôle de son fils, avec une ordonnance restrictive en place pour empêcher tout harcèlement futur. Lorsqu'elle a visité notre bureau pour nous remercier personnellement, sa transformation était remarquable. La femme craintive et diminuée qui nous avait contactés au départ avait été remplacée par quelqu'un se tenant droit, parlant avec confiance, établissant un contact visuel. « Vous m'avez sauvé la vie », m'a-t-elle dit en me serrant les mains. Pas seulement légalement, mais en me montrant que je méritais mieux. « Vous vous êtes sauvé vous-même », ai-je corrigé doucement. Nous avons juste fourni les outils. Ce soir-là, assis sur mon balcon, regardant le coucher de soleil avec Bernard ronronnant sur mes genoux, j'ai réfléchi à l'étrange voyage qui m'avait amené ici il y a 1 an. J'avais été une épouse et une mère dévouée, me définissant principalement à travers ces rôles. La maladie de Robert, la trahison de mes fils, le réveil douloureux aux dynamiques familiales que j'avais longtemps ignorées, tout cela m'avait forcé à me redéfinir. L'Hélène Leclerc d'aujourd'hui n'était pas celle que je m'attendais à devenir à la fin de la soixantaine. Au lieu de la grand-mère aimante organisant des dîners de famille, je dirigeais une fondation, peignais des paysages marins, vivais indépendamment dans un immeuble sécurisé avec seulement un chat pour compagnie. Pourtant, je n'étais pas diminuée par ces changements. J'étais élargie par eux. Chaque nouvelle expérience, de la confrontation avec mes fils dans la bijouterie à l'aide apportée à des femmes comme Marguerite pour retrouver leur dignité, avait ajouté une autre dimension à ce que je devenais. 1 an après la mort de Robert, j'ai visité sa tombe seule.
Le cimetière était paisible dans la lumière du petit matin, la rosée brillant sur l'herbe manucurée. J'ai déposé un bouquet de ces roses blanches préférées sur la pierre tombale et je me suis assise sur le petit banc à proximité. Tu avais raison sur tant de choses, dis-je doucement, imaginant qu'il pouvait m'entendre. Sur les garçons, sur ce que je devrais faire. J'aurais aimé que tu aies tort. Mais tu ne l'avais pas. Je lui ai parlé de la fondation, des femmes que nous aidions, de ma peinture et de ma nouvelle maison. J'ai décrit les pitreries de Bernard le chat et la vue depuis mon balcon au lever du soleil. Je pense que tu serais fier de moi, ai-je conclu, pas seulement pour avoir tenu tête aux garçons, mais pour avoir trouvé un chemin, pour être devenu quelqu'un de nouveau tout en honorant ce que nous avons construit ensemble. Alors que je quittais le cimetière, une silhouette familière apparut à l'entrée, Guillaume, tenant un petit bouquet de fleurs des champs. Il s'arrêta en me voyant, l'incertitude se lisant sur son visage. « Je peux revenir plus tard » proposa-t-il. « Non » dis-je après un moment de réflexion. « C'est bon. Je partais juste. » Il hocha la tête, gardant une distance respectueuse. « Comment vas-tu, maman ?»« Je vais bien » répondis-je, surprise de constater que c'était vrai. « Très bien, en fait. J'ai suivi le travail de la fondation, dit-il. C'est impressionnant. Papa aurait adoré. Merci. » Un silence gêné s'installa entre nous. Tant d'histoires. Tant de douleurs. Tanta måste etinondits. Michel a une pièce de théâtre à l'école la semaine prochaine, dit finalement Guillaume. Il joue un arbre. Un petit sourire effleura ses lèvres. Il n'a qu'une seule ligne, mais il la répète constamment. Ça a l'air charmant. Si tu voulais venir, je pourrais t'envoyer les détails. Aucune pression, juste une invitation. J'ai examiné son offre attentivement. Étais-je prête à réintégrer même un rôle familial limité? Pouvais-je croire que les changements apparents de Guillaume étaient sincères et durables? J'aimerais bien, ai-je décidé. Envoie-moi les informations par texto. Un soulagement envahit son visage. Je le ferai, merci. En marchant vers ma voiture, je ressentis une étrange légèreté. Pas le pardon, exactement. Cela prendrait beaucoup plus de temps, si cela venait un jour. Mais peut-être le début d'un nouveau type de relation, basé sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou l'attente. De retour à mon appartement, j'ai trouvé Éléonore qui attendait dans le hall. Elle avait conduit 3 heures pour m'annoncer une nouvelle en personne. Je ne pouvais pas simplement appeler, expliqua-t-elle alors que nous entrions dans mon appartement. Jacques est venu au chalet te chercher à nouveau. Il semblait désespéré. Il a dit qu'il devait te parler d'urgence. Mon cœur assez Sarah. Malgré tout, Jacques était toujours mon fils. A-t-il dit pourquoi? Pas de détails, mais Hélène, il avait l'air terrible. Maigre, mal rasé, les yeux injectés de sang. Rien à voir avec l'homme soigné de tes histoires. J'ai remercié Éléonore pour l'avertissement et j'ai promis d'être prudente. Après son départ, j'ai appelé maître Bernard pour l'informer des tentatives continues de Jacques pour me localiser. Devrais-je m'inquiéter? Demandai-je. J'ai entendu dire qu'il fait face à de graves problèmes financiers et juridiques, répondit maître Bernard. Son comportement est préoccupant, mais la sécurité de votre immeuble devrait empêcher toute visite indésirable. Néanmoins, peut-être devrions-nous envisager une ordonnance de non-contact formelle. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon balcon, regardant les vagues se briser contre le rivage. Bernard était blotti à côté de moi dans son fauteuil préféré. La lune jetait un chemin d'argent sur l'eau, une route menant à l'horizon et au-delà. J'ai pensé à Jacques, au petit garçon qui m'avait un jour apporté des pissenlits en les appelant des fleurs, à l'adolescent qui m'avait défendu férocement quand un vendeur avait été impoli, à l'homme qui s'était agenouillé sur le sol d'une bijouterie, implorant un pardon trop tardif. J'ai pensé à Guillaume et à son invitation prudente, à la possibilité de voir mes petits-enfants jouer sur scène, à la reconstruction hésitante d'au moins un pont que j'avais cru définitivement brûler. J'ai pensé aux femmes de la Fondation, trouvant leur voix et leur force après des années de silence et de soumission. Et j'ai pensé à moi-même, Hélène Leclerc, à 68 ans, non plus seulement la femme de Robert ou la mère de Jacques et Guillaume, mais une femme à part entière, une peintre, une philanthrope, une survivante, un guide pour d'autres marchands sur des chemins similaires. Sortant le journal que j'avais commencé à tenir après la mort de Robert, j'ai écrit les mots qui étaient devenus ma philosophie de vie. Je ne regrette pas de les avoir aimés. Je regrette seulement de ne pas avoir compris plus tôt que la gentillesse ne doit jamais être pratiquée au prix de l'autodestruction. J'ai appris que le véritable amour pour les autres doit commencer par l'amour de soi et que protéger ma dignité n'était pas un acte d'égoïsme, mais de survie. J'ai fermé le journal et j'ai souri à l'horizon infini. À 68 ans, j'avais enfin appris à vivre pour moi-même. Et pour la première fois depuis des décennies, j'étais complètement en paix. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentes ciidasus. Et n'oubliez pas de découvrir 2 autres histoires qui sont les favorites de la chaîne.